La présidentielle au Cameroun est prévue le 7 octobre 2018 prochain et la campagne électorale officiellement lancée ce samedi 22 septembre 2018. Et comme on le dit, environ 3 semaines pour tous les partis politiques en lice, 9 candidats au total pour prouver qu'ils sont le candidat utile pour le peuple camerounais. Cet après-midi, la présidentielle est au cœur du débat. On reviendra non seulement sur les contours des meetings qui seront organisés dans l'ensemble du triangle national, mais également des alliances qui se sont prononcées ces derniers jours dans l'ensemble du pays et bien sûr les contestations opérées quant au financement de cette campagne électorale. Mais avant d'arriver à ce cœur du débat qui constitue l'attente de tous les téléspectateurs de tous azimuts cet après-midi, on parlera de la crise anglophone qui gagne du terrain au Cameroun puisque les déplacés se comptent par millions à présent, obligés de survivre dans certains quartiers de la cité économique et de la cité politique du Cameroun. Je suis la célèbre cet après-midi. Paul Atangandi, le ministre de l'administration territoriale au cœur des polémiques depuis le début de cette semaine entre crise anglophone, financement de l'élection présidentielle ou même simplement campagne électorale. L'homme serait-il celui de la situation pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais? On en parle cet après-midi, mais pour ouvrir cette émission, la mise en bouche est constituée autour de l'immigration. Le chef de l'État a institué un processus de réhabilitation des Camerounais, mais également une sensibilisation sur 4 régions du Cameroun pour inviter les jeunes à ne plus quitter le territoire camerounais. Mesdames, Messieurs, merci de faire confiance à la télévision du monde. Bienvenue sur Tous Azimuts. Cette émission se voulant interactive, vous avez un code d'accès pour vous joindre au débat. Votre point de vue compte au 6 99 13 50 75. Et pour échanger sur ce plateau, comme à l'habituel, un panel sélectionné sur le volet pour votre bonne diligence. Et cet après-midi, je vais commencer par ma gauche. C'est toujours un bonheur de l'avoir sur ce plateau. Maître Achou Tabé Julius nous fait l'honneur de sa présence cet après-midi. Il est avocat au barreau du Cameroun, mais également un militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bienvenue, maître. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux téléspectateurs. Le RDPC, comme tous les autres, rentre dans la bataille cet après-midi. Oui, le rassembleur est déjà présent, est toujours présent. Et nous sommes là, on a commencé les affaires. Et notre champion est en train de se préparer, n'est-ce pas, pour cette échéance. Et nous estimons que nous allons commencer avec beaucoup de sérénité, n'est-ce pas, et pour démontrer aux Camerounais que notre champion est le meilleur. Bien sûr, vous aurez tout le loisir de nous le démontrer dans cette émission. Bien sûr, à ma droite, un autre qu'on ne présente plus dans l'univers politique au Cameroun. Il est vice-président de l'Union démocratique du Cameroun, l'UDC. J'ai le bonheur d'accueillir le président Cyril Sambaka sur ce plateau. Bienvenue, monsieur Sambaka. Bienvenue et bonsoir à tous les spectateurs de LTM. Bonsoir à tous les panélistes. Amunda Njoya, on ne l'a pas beaucoup senti. La campagne est lancée, on l'aura dans les prochains jours. Oui, je pense que ça, ce n'est pas... pour nous, ce n'est plus une matière à discuter parce qu'on est un parti politique qui est là depuis 1991. Et on a produit beaucoup de cadres. Moi-même, j'en suis un pur produit de l'Union démocratique du Cameroun. Je suis entré à la base comme militant de base et je suis premier vice-président national. Ce qui veut dire en d'autres termes que l'union veut dire plusieurs leaders. Et en ces termes, je crois que comme nous avons le même principe, nous avons la même idéologie, le même programme, ce que je peux développer sur votre plateau, c'est la même chose que tous les militants de l'UDC développent dans la vie. Donc en principe, il ne devrait pas avoir de problème. Le président national de l'UDC, le docteur Adamou Ndamjoya, connaît le Cameroun. Il a déjà fait le tour du Cameroun plus de 23 fois. Vous vous rappelez qu'à l'une de ses campagnes en 92, c'est lors de sa campagne qu'on découvrait qu'il n'y avait pas de route au Cameroun et autres. Donc il a dormi dans les plus profonds des recoins du Cameroun. Les Camerounais le connaissent. Le problème de l'UDC a été toujours celui que vous connaissez, c'est-à-dire que nous sommes en avance sur le temps. Ce que nous disons aujourd'hui, on s'en rend compte toujours 10 ans, 20 ans après. Mais ça ne nous empêche pas de tirer le Cameroun vers le haut.
Bien sûr, vous en aurez encore l'occasion cet après-midi. Le troisième invité nous vient de la diaspora, le président fondateur de la communauté camerounaise en Italie, et M. Djenodor Youmbi. Vous êtes également président d'association, également consultant en stratégie de développement pour l'Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci Rosalie ici et à tous les panélistes qui sont avec nous sommes ensemble et tous les téléspectateurs de LTM. Et le monde entier qui suit cette chaîne qui fait parler d'elle par la qualité de ses émissions, comme tous azimuts, comme nous sommes aujourd'hui. Je crois que nous, de la diaspora, si nous sommes arrivés aujourd'hui au Cameroun, c'est pour apporter encore notre contribution. Et cette contribution qui dépend de l'aperçu dont la jeunesse elle est manipulée, dont nous voulons bien être vraiment à la hauteur pour interpeller tous ces partis d'opposition qui sont là et le gouvernement en place et le président actuel et le candidat sortant pour les revendications dont nous de la diaspora nous voulons bien et qui n'a pas été pris en compte par beaucoup de personnes et que lui quelque part il a déjà pris le chemin et nous voulons soutenir ce chemin qu'il a pris et soutenir aussi tout ce qui se passera pendant ces élections et qu'elles se passent tout d'abord, je veux le dire bien en entrée, qu'à tous les partis d'opposition qui sont là et nous voulons la paix maintenant au Cameroun, pendant les élections et après les élections, qui est vraiment fondamentale. Et nous sommes contents d'être au Cameroun pour cette participation. D'accord, on le rappelle, après vous retournerez voter à Rome en Italie. Donc du coup, on aura un tout petit peu la température puisque des cotisations se font auprès des Camerounais de la diaspora pour ces élections. Vous nous en direz plus. Le dernier candidat qui est en route n'est autre que Thomas Njoya, le coordonnateur, voilà, j'allais y arriver, départemental de 11 millions pour ce qui est de Douala deuxième, qui va nous rejoindre en cours de débat sur cette émission. On prend une transition, on ouvre les débats, on parle d'immigration. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a donc initié une campagne de sensibilisation, notamment de la jeunesse dans 4 régions du Cameroun, dans le septentrion, dans le centre, bien sûr dans le littoral et à l'ouest du Cameroun, pour inviter ces jeunes-là à ne plus s'engager dans des voies parfois désastreuses pour quitter le Cameroun. La problématique de l'immigration se pose alors avec acuité. Est-ce que tout est mis en place pour permettre à ces jeunes-là de ne pas avoir envie de s'en aller? On va commencer directement par vous, Monsieur Djenodor Youmbi. Vous avez quitté le Cameroun par la voie normale. Comment percevez-vous la question de l'immigration au Cameroun en ce moment? Bon, il faut dire qu'il y a près de 28 ans que je suis parti du Cameroun. J'étais parti très jeune, la cinquantaine aujourd'hui. Nous avons vécu toutes les expériences jusqu'à il y a près de 7 ans, il faut le dire, c'est après que le régime de M. Kadhafi soit tombé, qu'on a une immigration mortelle, une immigration à tout risque. Nous pensons que l'immigration a gravi plusieurs échelons. Parce que vous savez, quand vous partez de votre pays pour un autre pays, pour l'Europe, on vous appelle toujours immigré, on ne vous appellera jamais coopérant. Donc cette diaspora aujourd'hui se retrouver avec une nouvelle vague des jeunes. Et ce qui est bien dans cette vague des jeunes, c'est que ce ne sont pas des jeunes qui analphabètes, ce sont des jeunes qui sont bourrés de diplômes, qui veulent juste chercher mieux ailleurs. Mais pourquoi ils partent de leur pays d'origine, par exemple au Cameroun, comme nous sommes, pour arriver en Europe? C'est ça dans la thématique. Et dans cette thématique, vous allez voir qu'un jeune qui part du Cameroun pour aller, par exemple, prendre le risque d'aller en Europe, c'est parce qu'au départ, il y a quelque chose qui ne va pas sur place. Alors, qu'est-ce qui ne va pas sur place? On a essayé de se rendre compte que ce n'est pas parce que le jeune veut aller découvrir l'Europe, c'est parce qu'il en a marre d'une frustration. Parce que c'est dans une frustration que même dans les foyers qu'il y a divorce, parce qu'il y a un problème, on ne s'entend plus. Mais cette frustration dépend aussi de la manière. Nous avons eu la chance, je vais revenir dessus pour juste faire une petite parenthèse, que nous avons un grand chef d'État qui s'appelle son Excellence M. Paul Biya, qui est le fruit aussi de la diaspora. Donc ce qui veut dire que la politique qu'il a mise sur pied au Cameroun, c'était pour favoriser l'éclosion des jeunes. C'était pour favoriser... Mais comment comprendre donc que si cette politique elle est bonne, justement, que ces jeunes aient très envie de s'en aller? Et vous savez que en tant que chef d'État, vous mettez une ligne politique. Ce sont ceux maintenant
qui doivent suivre ces lignes politiques, qui doivent mettre en pratique ce que le chef d'État a demandé. Je reviens vers vous pour savoir, vous permettez, pour savoir comment vous avez quitté le Cameroun, pour mieux comprendre ces jeunes qui nous regardent en ce moment et qui ont à cœur de comprendre un tout petit peu ce qu'on leur reproche. Président Sam Baka, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'aujourd'hui on lance encore une autre campagne de sensibilisation alors qu'on parle déjà depuis un moment et on continue de compter les jeunes, même si on a quand même 3600 qui ont été ramenés au Cameroun ces derniers temps, on a quand même d'autres encore qui désirent quitter le pays. Moi, je voudrais éclairer les Camerounais. Je voudrais éclairer les jeunes Camerounais. Avant que le président Paul Biya ne prenne le pouvoir, il y a eu un premier président qui s'appelait Amadou Ahidjo. Il a laissé une feuille de route qui allait jusqu'en 2025. On avait les plans quinquennaux. Et moi, j'ai lu cette feuille de route. Dans cette feuille de route, il était précisé que le taux de croissance au Cameroun dans la nativité grimpait lourdement. Et que à un certain moment, on va avoir dans notre population une majorité de la jeunesse. Et il faudrait que on anticipe par rapport à cela, parce que une jeunesse qui est désœuvrée est une jeunesse qui est emprunt au banditisme et autres. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu une impulsion. Il y a eu quelque chose qu'on a mis en place, qu'on appelait Sodenkam. C'était le premier, comme on avait fait l'option pour l'agriculture, on avait donc mis en place Sodenkam avec des villages de pionniers. Qu'est-ce que ça permettait? Ça permettait de vivre ensemble. Parce que les gens pouvaient venir de partout, on leur donnait des terres et on les encadrait. Et il y avait cette société qu'on appelait Sodenkam, qui encadrait tout cela, qui avait pour mission de faire des magasins et autres pour que les produits qui sortiront de là puissent être vendus. C'était expérimental parce que ça devait s'étendre à toutes les provinces. C'est ainsi qu'à cette époque, d'ailleurs, le président Biya a été dans ce gouvernement. Donc c'est comme ça qu'à cette époque, il avait été pensé qu'on allait se spécialiser dans l'agriculture et que les jeunes n'avaient plus à se déplacer de là où ils sont parce qu'ils pouvaient bâtir et il fallait bien que le vivre ensemble se fasse. Puisque à cette époque-là, on parlait de l'unité, de l'unité, de l'unité. Voilà comment le décor est planté. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ni les villages expérimentaux, des pionniers et tout ça a été fermé. Sodenkam a été fermé. Donc, les jeunes, l'orientation scolaire est restée sur l'enseignement général, alors qu'en réalité, le Cameroun a bâti de nombreuses écoles. Vous devez savoir qu'à cette époque-là encore, les gens venaient de partout d'Afrique pour venir apprendre au Cameroun. Parce que quand quelqu'un sortait avec un diplôme au Cameroun et allait se retrouver dans la diaspora, il n'avait pas à faire des écoles préparatoires. Oui, il était bon. Vous comprenez? Et il y a eu des chefs d'État d'Afrique qui ont fréquenté au Cameroun. Donc moi, je dois dire que ces choses-là se prévoient. On prévoit. Parce que quand on est en politique, on fait des projections sur l'avenir. Et quelque chose n'a pas marché. Moi, je ne sais pas exactement ce qui n'a pas marché. Mais ce qui est au moins sûr, c'est que quand ces jeunes-là s'en vont, ils ont le choix entre faire le bain skin et puis aller chercher mieux ailleurs. Ce n'est pas faute d'avoir été à l'école, parce qu'on ne peut pas reprocher à ces jeunes-là d'avoir pas été à l'école. Ils ont été à l'école. Bon, alors maintenant... Pour certains, peut-être. Si à la veille des élections, on me dit qu'il y a eu un plan pour demander aux jeunes de ne plus s'expatrier, eh bien, ma foi, je dis, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que la gouvernance, c'est un programme. Vous voyez? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on sait que cette voie-là existe. Cette voie-là existe depuis. Maintenant, comment s'en sortir? Ce n'est pas en disant ne partez plus. C'est en mettant en place des mécanismes qui vont permettre que les gens se stabilisent. Et ces mécanismes, c'est quoi? Ces mécanismes, c'est la décentralisation. C'est la décentralisation avec, comme je l'ai toujours dit, ça fait 5 ans que je dis ça sur votre plateau. Tant que ça ne sera pas fait ici au Cameroun, n'attendez pas des emplois massifs. Ce n'est pas possible. Point d'ancrage des communes. Au niveau des communes, avec la décentralisation, avec un budget. Ici, à Douala Première, où nous sommes, tous ces gars, tous ces petits cerveaux qui manipulent les ordinateurs, si la commune leur offre un encadrement, vous savez ce que ça peut devenir? Ils vont travailler ici pour les multinationales qui sont ailleurs. Parce qu'ils ont cette intelligence. On parlait encore d'un jeune dans le sud-ouest qui a inventé sa machine
On ne peut plus voler votre voiture, vous pouvez l'arrêter à distance, vous pouvez faire ci, vous pouvez ça. Ce sont des cerveaux. Il faut juste un encadrement. Donc moi, je pense que c'est la décentralisation, c'est la fédération des régions, c'est la régionalisation. On appelle ça comme on veut, mais il faut que le fruit de la croissance soit partagé au niveau des régions, au niveau des communes. Il faut que le budget de l'État soit décentralisé et vous allez vous rendre compte que des pôles de développement d'emploi vont se faire sur place dans les communes, dans les régions. On n'aura plus besoin de prendre 25 000, 50 000 dans la fonction publique parce que les recrutements se feront en millions de personnes. Maître Chou, stratégie politique ou solution probable de la question de l'immigration au Cameroun, cette campagne de sensibilisation? Non, premièrement, il faut noter que l'être humain est un immigrant. En regardant l'histoire et la Bible et autres, vous allez constater que l'homme a toujours bougé. Donc c'est d'abord naturel. Mais lorsqu'on revient au Cameroun, en lisant, n'est-ce pas, le livre de notre chef, le président Biya, sur pour le libéralisme communautaire, j'ai constaté, j'ai remarqué, j'ai vu noter que le problème, n'est-ce pas, au Cameroun, c'est la mentalité coloniale qui est toujours dans notre société. Donc nous estimons que c'est mieux ailleurs que chez soi. C'est pour cette raison que, si on regarde les jeunes aujourd'hui, au lieu, n'est-ce pas, de penser autrement, ils pensent qu'en allant en Europe ou bien aux États-Unis, c'est mieux là-bas que de rester ici. Mais lorsqu'ils arrivent là-bas, ils constatent que la plupart parmi eux ont commis des erreurs. Mais étant dans les erreurs, c'est mieux de rester que de revenir en disgrâce. Bon, vous savez, si on regarde le Cameroun, nous avons été élevés, n'est-ce pas, comme en sachant qu'après l'école, nous devons être embauchés par l'État. Ouais. Mais or, avec l'évolution économique du monde, ce n'est plus possible à l'État, n'est-ce pas, de s'en occuper, n'est-ce pas, de tout son peuple. D'où la nécessité, n'est-ce pas, d'encourager les initiatives pour créer d'emplois. Donc, tant que, n'est-ce pas, nos jeunes n'ont pas mis dans leur tête qu'il faut s'auto-employer, il faut tout faire pour trouver ton compte, pour faire quelque chose, n'est-ce pas, pour créer l'emploi, pour vous-même d'abord, ils vont toujours penser à s'immigrer. Donc, à mon avis, il est question, n'est-ce pas, de créer une atmosphère propice, n'est-ce pas, pour encourager ces jeunes, n'est-ce pas, de développer les talents sur place, au lieu de penser aller ailleurs. Regardez comment il faut aller aux États-Unis, en Angleterre, en France ou partout là, où je passe le contrôle de mon ami qui vient d'Italie. Nous sommes toujours dans les jobs. C'est pas... Donc on laisse le job de Banskin au Cameroun pour un autre job. Nous avons laissé le même job ici. Il faut seulement savoir le développer. J'ai même dit à une dame l'autre jour qui est infirmière aux États-Unis, en disant que, mais regarde, au Cameroun, les médecins n'ont pas vraiment de bureau. Vous avez le talent comme infirmière. Pourquoi pas créer une centre en disant que, bon, il y a les malades qui peuvent être soignés dans votre infirmerie pour que le médecin puisse venir les consulter sur place. Parce que les médecins au Cameroun sont ambulants. Bon, il faut qu'on encourage les jeunes, n'est-ce pas, à penser et à oser. Les Camerounais n'osent pas. On pense que c'est toujours l'autre qui a raison. Peut-être aussi, maître, parce que quand tu oses chez nous en Afrique, on te considère comme un rebelle, comme quelqu'un qui ne veut pas se fondre dans un moule, parce que la culture africaine voudrait que quand on trace un couloir, que tout le monde s'y engouffre. À l'instant où vous ne fonctionnez pas comme tout le monde veut, on a toujours l'impression que vous êtes rebelle. Est-ce que ça ne pousse pas justement ces jeunes-là à ne plus aller au-delà de leurs limites en se disant, voilà, on va me considérer comme rebelle, autant mieux me caser pour que tout marche? Non, si vous pensez, si vous voulez compter sur ce que les autres pensent, vous ne pouvez rien faire dans la vie. Il faut penser à ce qui est dans votre tête. Qu'est-ce que tu peux faire? Il faut remarquer dans les familles, dans lesquelles il y a certains enfants qui étaient considérés comme rebelles. La plupart parmi ces rebelles ont réussi dans la vie parce qu'ils ont osé. Malgré tout ce qu'on dit là, ils ont osé. Il faut toujours oser. Il ne faut pas se laisser faire. Et c'est ça que les jeunes de nos jours n'osent pas. Ils sont toujours réservés. Ils ont dit, bon, dans tous les cas, le Cameroun comme ça, moi j'attends. Il attend quoi, je ne sais pas. Mais alors, il faut penser à ce qu'il faut faire. Il y a trop. Le Cameroun est toujours vierge en ce qui concerne l'emploi, à mon avis. Il y a trop de choses à faire. Il faut seulement oser et penser à ce qu'il faut faire. C'est tout. Vous partagez cet avis? Oui, je partage presque, je crois qu'actuellement, nous sommes en train de partager un avis pour notre jeunesse. Donc, ce qui fait que de toute
les gens politiques, on a quand même la foi de savoir que la jeunesse de demain, c'est nous. Donc vous adhérez à l'idée de la décentralisation et je commence par l'idée qui est venue par M. Sambaki de Sambakia. Voilà. Il y a une solution, il y a un remède qui est clair. La décentralisation, c'est la clé du vote. Lorsqu'ici, vraiment, le parti, son excellence, M. Paul Biya, gagne ces élections, nous, de la diaspora, nous, de la société civile, nous souhaiterons vraiment de tout cœur que cette décentralisation soit vraiment effective. Et même si quelqu'un d'autre gagne, il faudrait à tout prix qu'on en arrive à cette décentralisation. Non, même si quelqu'un d'autre gagne, il ne faut pas nous leurrer. Tous ces partis d'opposition ont démontré déjà qu'ils arrivent pour la deuxième place, qu'ils ne viennent pas pour la première place. C'est la sensation que vous avez? Non, je ne viens pas ici pour être content de vous dire ce que vous voulez que moi. Je vous dis ce que je viens ici pour vous dire ce que la diaspora et que la jeunesse camerounaise aujourd'hui ressent. Que l'opposition a démontré qu'elle vient pour la deuxième place, elle ne vient pas pour la première place. Peut-être vous expliquerez cela quand on parlera J'aurai le temps de vous expliquer pour revenir à dire que la décentralisation, si le chef de l'État vraiment reprenait cette élection, qu'il met en pratique effectivement cette décentralisation qui est le remède dont tous ces jeunes qui sont partis aujourd'hui, ils ne sortaient pas rien que de Yaoundé ou bien de Douala, ils sortaient des 10 régions du Cameroun avec un background. Et cette décentralisation permettra à tous les jeunes dans les collectivités d'être des instruments. Et l'émergence du Cameroun, ça ne sera pas à Douala, ça sera dans les 10 régions, comme aujourd'hui le gouvernement a pu travailler aux infrastructures dans les 10 régions. Ce qui veut dire que les jeunes vont être tout simplement ces instruments. Mais pour être des instruments, il faudrait qu'il y ait déjà des structures d'entrepreneuriat pour ces jeunes. Il faudrait que peut-être dans 5 ans, qu'on trouve qu'au secondaire, que des jeunes qui sortent du secondaire partent du secondaire déjà qu'ils soient dans une école de formation, qu'il y ait des professeurs qui vont déjà les former dans le secondaire, parce que sortant de là, qu'ils puissent être auto-entrepreneurs d'eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons peut-être des centres de formation jeunes et nous avons tous ces jeunes qui sortent. Il faut trouver maintenant des instruments qui vont les permettre à eux sur place maintenant de se créer eux-mêmes leur propre initiative. Ça, c'est la réalité que nous avons besoin aujourd'hui de dire. Quand le chef d'État demande à tous de rentrer, je crois qu'il demande à tous les jeunes de revenir parce qu'il a réédité un livre. Et dans ce livre, il est en train de mettre hâte à la Gambégie qui se passe au Cameroun. Ah, vous l'avez lu également, ce livre? Il est en train de mettre hâte à tous ceux qui sont auprès de lui, qui n'ont pas pu faire ce qu'il attendait pour ce livre, sachant qu'aujourd'hui, le peuple qui tient encore lui, et la diaspora qui le soutient, nous qui le soutenons, nous le défendons par le président de la République, mais nous soutenons le président pour tous les œuvres qu'il met en marche, que nous savons que dans cette marche-là, chacun va se retrouver en tant que Camerounais et fier de le soutenir pour que demain on parle de ce Cameroun sur la voie des nations. Plus négativement. Et plus positivement, attention. Non, plus positivement, parce que quand même on parle négativement aussi. Non, pour ceux qui parlent négativement, je crois qu'ils sont tous de mauvaise foi, parce que je crois que si aujourd'hui nous avons tous ces partis d'opposition au Cameroun, tous sortent du ventre du RDPC. Et si pendant que le RDPC a passé 36 ans au pouvoir, eux aussi ont passé 36 ans dans l'opposition, s'il faut faire un bilan, il faut voir les 36 ans du pouvoir et les 36 ans du bilan aussi de l'opposition. Qu'est-ce qu'ils ont proposé? Parce que dans un grand pays comme le Cameroun, comme ça se voit partout, l'opposition, elle est constructive. Qu'est-ce qu'elle a pu contribuer pendant les 36 ans pour faire un bilan aussi? Voilà pourquoi nous, la diaspora, nous venons un peu attirer l'attention des jeunes. Nous ne nous faisons pas manipuler en ce moment où l'histoire nous attend. Et c'est le Cameroun, c'est pour nous, le Cameroun de demain. D'accord. Bonjour le plateau. Au Cameroun, les gérontocrates refusent de donner la chance que eux aussi avaient eu auparavant. C'est Mblimou Aïna qui nous écrit. Bonsoir à vous en studio. Je suis Nelson depuis Yaoundé. Je dis merci à Papa Cyril qui dit une vérité pure sur le gouvernement. On poursuit. Bonsoir. Que cherche Sambaka sur les plateaux de télévision? Les élections se gagnent sur le terrain et non sur les plateaux de télé. Mon président est invisible, mais lui, il fait le tour des télévisions. C'est ainsi qu'ils veulent renverser Biya. C'est Guy de Bafang. Monsieur Sambaka vous répondra. Soyez tranquille. Bonsoir à vous. Pourquoi l'UDC ne bat pas campagne, mais ils sont sur les plateaux de télévision? Bon, ça, c'est Zachary qui pose la question. Peut-être on reviendra dessus lorsqu'on parlera de présidentiel, à moins qu'une réaction immédiate ne soit possible, président Sambaka. Vous savez, moi, je suis dans les plateaux de télévision pour témoigner le travail sérieux que nous faisons. Nous avons affaire à quel pays? Moi, je ne peux pas répondre à ce genre
de réflexion, tout simplement parce que je pense qu'un pays, c'est quelque chose de sérieux. Et ce qui est dommage dans notre pays, c'est que la politique spectacle a pris le dessus sur le fondamental, le basique, n'est-ce pas? Et l'Union démocratique du Cameroun n'a pas besoin de faire des démonstrations ou quoi que ce soit. Voyez-vous, quand on est dans un pays et qu'on a un tournant décisif comme celui-ci, je suis content qu'il y a quelqu'un de la diaspora qui vienne, même comme il s'est trompé de chemin. Je suis content qu'il vienne. Vous avez également l'occasion de parce le lui dire. qu'il aura sur place l'opportunité de voir exactement ce que c'est que son pays. Ce pays demande qu'il y ait des gens qui anticipent sur les événements, qui préviennent sur les événements. Quand bien même la politique spectacle intéresse les Camerounais, je dois dire que la réalité va rapidement les ramener. Parce que ce tournant décisif que vous voyez là, si on le négocie mal, ça veut tout simplement dire qu'on remet à plus tard le décollage de notre pays. Et moi, je ne pense pas que les gens sont fatigués de me voir sur les plateaux de télévision. Peut-être celui-là parce qu'ils n'aiment pas qu'on dise certaines vérités. Mais ces vérités, on va les dire. Et la campagne électorale le propose. Moi, je veux qu'on m'attaque sur ce que je dis. Si ce que je dis n'est pas la vérité, qu'on m'attaque là-dessus. Parce que moi, j'ai choisi de faire la politique et je la fais proprement, avec de l'éthique, avec de la morale. Parce que nous en avons besoin. Alors, maintenant, ce que je peux dire, c'est que le docteur Adamou Ndamdioya, qui est le candidat de l'Union démocratique du Cameroun, je suis sûr, beaucoup de Camerounais ne le connaissent pas. Si les Camerounais ne le connaissent pas, lui, il ne va pas venir sur la télévision dire qui il est. Vous comprenez? Peut-être ça résoudra un tout petit peu... Mais moi, je suis là pour cela. Pourquoi est-ce que les organisations internationales me passent des interviews? Parce que Ndamdioya ils n'ont pas pu l'avoir au téléphone. Ils me passent des interviews. Pourquoi? Parce que je suis le vice-président de l'UDC. Donc, si je parle, ça veut dire que Adamou Ndamdioya a parlé. C'est ce que ça veut dire. Je ne sais pas si dans d'autres partis politiques c'est comme ça, mais chez nous, c'est bien cela. J'ai l'autorité de parler quand le président de l'UDC ne parle pas. Pour dire quoi? Pour dire que le Cameroun vit dans un contexte précis aujourd'hui. Si les Camerounais ne le savent pas, ils vont le savoir dans les jours qui suivent. Parce que le 7, ce n'est pas la fin du Cameroun. C'est peut-être le début de quelque chose. Bien sûr. Et je dois vous dire que le contexte aujourd'hui au Cameroun est un contexte sécuritaire. C'est ça qui est inquiétant. Le Cameroun connaît des choses qu'il n'a pas connues par le passé. Il y a la guerre au Cameroun. Il y a des problèmes de sécurité au Cameroun. On ne peut donc pas venir s'amuser n'importe comment, n'est-ce pas, alors qu'on sait que le Cameroun souffre. Il faut trouver des solutions aux problèmes sécuritaires. Ça dure depuis 2 ans. Et je dois vous dire, avoir un président comme Adamou Ndamdioya est une fierté pour moi. Pourquoi? Parce que Adamou Ndamdioya a contribué, n'est-ce pas, à la pacification en Afrique du Sud. Il ne savait pas qu'il allait être candidat au Cameroun. Mais c'est son métier. Il a été au Balkan, à Sarajevo. Quand il y a la guerre quelque part, c'est eux qu'on envoie pour pacifier. Pas plus loin de chez nous ici, en RCA, il a été. Vous comprenez? Ici au Cameroun, c'est lui qui a initié le dialogue interreligieux à l'extrême nord, où se trouve le siège à Maroua. Donc vous pensez que si l'UDC était un parti de propagande, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais nous travaillons. Notre priorité, c'est le travail. Le Cameroun ne peut pas se relever si les Camerounais eux-mêmes ne se mettent pas au travail. Si les Camerounais eux-mêmes n'ouvrent pas les yeux. S'il faut tout le temps faire de la propagande, et vous savez ce qu'on appelle propagande en politique au Cameroun, c'est le mensonge. Bien sûr. Donc nous ne pouvons pas nous mélanger à ça. Nous disons ce que nous faisons ce que nous disons. Et quand vous allez nous interpeller sur ce que nous faisons, moi je suis capable de vous parler de Ndamdioya mieux que lui-même. Vous comprenez? Parce que lui, il est dans le feu de l'action. Moi, je suis un observateur à côté de lui quand il s'agit des problèmes de pacification et d'autres problèmes dans le monde. Donc je suis là pour vous dire que je suis le produit de l'Union démocratique du Cameroun avec, n'est-ce pas, tout ce que ça comporte comme idéologie, comme méthode de travail et comme programme.
Voilà. Vous avez parlé de questions de sécurité. Nous sommes en une période où la sécurité est prioritaire au Cameroun. Et bien sûr, sur la Select cet après-midi, Paul Atangandi, le ministre de l'administration territoriale, répond très bien de la sécurité au Cameroun puisqu'il a multiplié des réunions en prélude à cette élection présidentielle pour pacifier toutes les zones où les élections doivent se dérouler. Au terme de ces réunions sécuritaires avec les gouverneurs, parce qu'il y a eu la réunion des gouverneurs à Yaoundé, il s'est rendu également encore pour enchérir ici même à Douala, pour rencontrer une fois de plus le gouverneur de la région du littoral, pour revenir sur ces questions de sécurité. Est-ce que vous avez la sensation, Maître Achou, que c'est l'homme de la situation en cette période? Oui, je pense que le ministre Atangandi est l'homme de la situation. Parce que il ne fait que me surprendre tous les jours sa façon de gérer et qui marche très bien. J'étais choqué de constater que c'est une première qu'un ministre, n'est-ce pas, vient dans une réunion pour parler aux basculeurs. Et depuis son arrivée, j'ai constaté que les basculeurs sont plus disciplinés qu'avant. Mais maître, on a eu la sensation qu'il faisait aussi une sorte de campagne électorale avant la campagne, dans cette sortie. Non, je parle de ce que je parle, je parle de ce que je sais, où je vois, j'ai observé. Je constate que les basculeurs deviennent de plus en plus disciplinés qu'avant. C'est-à-dire le désordre qui se met là, un peu baissé drastiquement beaucoup. Et je me remarque également que voilà quelqu'un qui n'a pas fait les NAM, mais il arrive à gérer, n'est-ce pas, les ressortissants de cette école que nous tous, nous n'aimons pas, parce qu'elle n'est pas menti. Les NAM, n'est-ce pas, n'est pas un bon exemple, n'est-ce pas, d'une école au Cameroun, parce que leurs ressortissants, n'est-ce pas, ne sont pas sur le terrain, ils ne sont pas, donc ça dit, ils ne nous rendent pas satisfaction. Je constate qu'il a réussi à les encadrer, à les donner une direction, n'est-ce pas, que nous tous, nous aimons. Donc il ne fait que me surprendre tous les jours de sa façon de gérer son ministère, qui est un peu, donc il a rapproché son ministère vers le peuple, qui n'existait pas avant. Vous vous rappelez, à l'époque, on savait que, moi je sors d'une famille des préfets, on sait que le préfet c'est quelqu'un qui était loin du peuple. Il était dans un endroit caché là, seul, et les autres peuples étaient en bas ou cachés, vous savez, interdit même d'aller chez eux. Mais je constate que de plus en plus, les peuples sont plus à l'aise avec les gens du commandement. Ils sont plus à l'aise et c'est sur Atangandi que je fais ce constat, qu'il a rapproché, n'est-ce pas, l'administration vers le peuple. N'appelez pas s'il vous plaît parce que c'est uniquement par SMS les réactions. Donc pour ceux qui appellent, malheureusement on ne pourra pas décrocher vos appels, donc ça ne sert à rien d'insister. Président Sambaka, vous avez l'impression que le ministre Paul Atangandi prend les décisions qu'il faut à ce poste pour réussir à sécuriser le Cameroun, pour parler d'abord de sécurité, puisqu'on parlera également de cette question de migration au Cameroun avec la communauté anglophone. Ben, je suppose que si le chef de l'État a pris ce monsieur, qui n'est pas un ressortissant de cette école de commandement, ça veut tout simplement dire qu'il lui fait confiance. Maintenant, on lui fait confiance, il faut qu'il y ait les résultats. À l'observation, je dois dire qu'il y a une flambée et une escalade de violence qui fait que sont augmentées. Il y a des choses que nous ne souhaitons pas dans notre pays qui se produisent, c'est-à-dire à savoir des sous-préfets qui quittent leur poste de travail et qui fuient, n'est-ce pas? Ça veut tout simplement dire que le problème est sérieux. Or, le problème est sérieux et comment gère-t-il tout cela? J'aimerais le savoir, mais là où je ne peux pas être d'accord avec lui, c'est tout simplement qu'il veut faire croire aux gens que les élections peuvent se tenir au sud-ouest et au nord-ouest. C'est à ce niveau que... Donc pour vous, c'est impossible. Non, mais nous sommes un parti politique implanté depuis 27 ans, s'il vous plaît. Donc à partir de ce moment-là, nous avons des militants, des responsables au sud-ouest et au nord-ouest. Vous comprenez? Ce n'est pas, on peut ne pas gagner une élection, mais nous les avons depuis 27 ans. Donc, c'est pour vous dire que même Elecam ne fonctionne pas là-bas. Même Elecam ne fonctionne pas là-bas. Mon représentant est venu là, me rendre compte. Je lui ai dit, ben non, tu continues sur Yaoundé et tu vas à Espace Politique pour le dire. Parce qu'on est en train de nous faire croire que les élections peuvent se tenir dans le sud-ouest et le nord-ouest. Ce n'est pas possible. Les résultats qui vont sortir du sud-ouest et du nord-ouest ce sera décrété parce qu'il n'y aura personne là-bas pour en témoigner.
Personne. Donc, le ministre Atangandi est dans un... Donc, c'est à ce niveau-là que je dis, il y a des choses sur lesquelles on peut être d'accord. Maintenant, ce n'est pas moi qui l'ai nommé. On l'a nommé pour un but précis. Le tout, c'est de découvrir à la fin pourquoi on l'avait nommé. Donc, nous le suivons attentivement. Nous voyons comment il pose ses actes, comment il piège les gens, comment il piège l'opposition, comment il nomme les gens au niveau de l'opposition. Nous observons tout cela. Mais nous n'avons pas la possibilité de le changer. C'est le président de la République qui l'a nommé. Donc, nous observons attentivement comment il évolue, ce qui n'est pas bien, ce qui nous semble pas possible du tout, ce qui nous semble même inimaginable, nous le voyons, nous le constatons, nous voyons à quelle fin telle ou telle chose est posée par le ministre de l'administration territoriale et nous notons tout simplement. D'accord. Monsieur Yombi, pour la Tangandi, ça vous parle? Déjà, je vais revenir par la fin pour dire au vice-président de l'UDC que tout ce qu'il a dit, je crois que... Voilà pourquoi nous venons pour dire à tous ces partis d'opposition, nous en avons marre de... Qu'est-ce qu'il a dit? Hier, je sors de Boya. Moi, je suis parti parce que oui, vous me l'avez dit par téléphone. Justement, j'ai une antenne de l'association Vie et Lumière dans le dirigeant du Cameroun. Et à Boya, il a fallu que moi-même, qui suis arrivé au Cameroun, que j'aille sur place. À Boya. À Boya. Je vous dis que je sors de Boya hier. Seulement Boya. Boya, c'est le sud-ouest. Laissez-moi bien. Boya, c'est le sud-ouest. C'est la capitale du sud-ouest. Voilà. Je crois bien que les quartiers chauds, Moliko, My 17, My 16, j'ai fait tous ces tronçons à pied et il y a de l'animation. Vous êtes allé à... Laissez-moi venir, s'il vous plaît. Et je suis arrivé jusqu'au niveau du commissariat, j'ai retrouvé des jeunes. Là, je cherchais comme ça les photos pour vous faire voir. Et des jeunes avec qui j'ai discuté sur place à Boya, ils m'ont dit aujourd'hui, le but, pourquoi ils étaient au commissariat? Pour se faire enregistrer, pour se faire une carte, une pièce d'identité. Alors, quand vous avez des jeunes d'une ville comme celle-là, qu'on a eu à indexer, à dire qu'il n'y a plus là-bas sur le feu, là-bas ceci, des jeunes qui viennent se mettre dans un poste de police, et ils sont à des milliers, il y avait plus d'une centaine, j'ai les images là, pour faire leur pièce d'identité. Et quand je suis allé encore leur demander, leur poser la question, ils disent que nous sommes des Camerounais et nous sommes fiers. Le fait qu'un jeune du sud-ouest va chercher une pièce d'identité camerounaise, alors ça démontre déjà que le Cameroun, que l'État camerounais est en train de ramener cette paix que certaines personnes, entre guillemets, que j'ai interpellées aussi, avec la complicité des partis d'opposition. Parce que depuis qu'il y a cette histoire, tous les partis d'opposition sont prêts à aller à M. Suprême, mais personne n'a condamné officiellement les exactions qui sont passées dans le nord-est et le sud-ouest. Permettez-moi de vous le dire. J'ai la chance que le monsieur de 11 millions n'est pas là. Parce que là, je crois que j'allais prendre mon pied par là. Mais encore avec vous, et je pourrais que dire que lui, le durée des PC, qu'à la sortie, quand le président chef d'État, le monsieur Paul Biya est rentré de la Côte d'Ivoire, il a déclaré directement, le Cameroun est attaqué. Mais vous, en tant que parti d'opposition, il y a Maurice Kamto, il y a le SIF, qui a déjà pris la responsabilité, ne serait-ce que pour l'intérêt de la sécurité des Camerounais à qui vous voulez prendre la maîtrise suprême, condamner ces actions? Personne. Mais vous voulez être candidat. Vous voulez que qui viendra vous voter? Nous, Camerounais ou nous de la diaspora? Je vais vous répondre, monsieur. Merci Merci bien. Justement, je crois bien que pendant ces campagnes-là, nous avons croisé personne de la diaspora, personne des partis d'opposition qui est venu sur place à la diaspora pour prendre les problèmes de la diaspora. Personne n'est venu, tout le monde est passé seulement parce qu'il fallait venir politiser, il fallait venir raconter n'importe quoi et partir sans toutefois se soucier que le Cameroun que vous voulez être pour prendre la maîtrise suprême, vous le ferez avec la diaspora parce que c'est là où il y a de la ressource. Pour ne pas dire qu'il y a une discrimination parce qu'on a besoin de la diaspora. On a besoin de la jeunesse sur place. Pour revenir sur le problème de M. Paul Atangandi, je crois que M. Paul Atangandi... M. Sambaka voulait d'abord réagir. Vous venez de l'attaquer, M. Yombi. Non, je crois qu'il aura le temps de réagir. Non, rassurez-vous. Non, je voulais dire, pour venir pour le feeling par rapport à M. Paul Atangandi... Merci, M. Diomedor Yombi. Sur ce plateau, parfois on perd le feeling de ce qu'on est en train de dire. Monsieur Sambaka, vous avez le droit de réagir. Qui avait le feeling qui était en train de m'exprimer, qui va peut-être perdre mon feeling. Je crois. Allez, monsieur Sambaka. Je laisse qu'il parce que... Je suis content que ce monsieur vienne de la diaspora. Oui. Et je ne sais pas s'il a appris quelque chose au niveau de la diaspora. Voyez-vous, on parle des partis politiques de l'opposition pour les indexer. Vous savez que les partis politiques de l'opposition au Cameroun n'ont pas de statut? Est-ce que vous le savez? Je vous le dis. Première chose. Deuxième chose,
il y a une crise au Cameroun. Est-ce que le chef de l'État a convoqué les leaders des partis politiques pour consultation, comme on le fait dans le monde entier? Ça n'a pas été fait. Et vous quittez la diaspora pour venir dire aux partis de l'opposition qu'ils n'ont pas condamné. Nous travaillons sur ce dossier, monsieur. Travailler et condamner, c'est deux choses différentes. Nous n'avons pas besoin de faire de la gesticulation. Non, il faut que je vous le dise. Je veux bien que vous soyez vraiment... Il faut que je vous le dise. Vous êtes le porte-famille de la parti d'opposition au Cameroun, et avec votre expérience, et quand on parle du parti d'opposition au Cameroun, on parle de l'UDC. L'UDC est un vieux parti. Vous, d'abord de l'UDC, vous n'avez même pas eu une minute pour condamner ces situations. S'il faut vraiment aller à la table, s'il faut vraiment trouver la paix dans ces deux régions, je crois qu'il faut d'abord condamner ceux qui sont derrière, qui ont perdu, ou dont il y a les jeunes qui ont perdu la vie, il y a les parents. C'est votre façon de voir les choses. Je suis en train de vous dire. Nous devons attendre de vous. Vous n'êtes pas un homme politique, vous êtes déclaré de la société civile. Et justement, nous avons le droit de regarder sur mais attendez donc, vous avez d'abord à apprendre. Moi, quand j'ai décidé de faire de la politique, je suis entré à l'école de la politique. La politique ne s'improvise pas. La politique a des canons. Je suis en train de vous dire que le pays, votre pays qu'on appelle le Cameroun, en Afrique, est celui-là qui n'a pas un statut pour l'opposition. Notre pays? Oui, notre pays. Et que... À cause de l'opposition. Et que l'opposition, pour une affaire si difficile, n'est pas consultée. Voilà ce que l'opposition a dit. L'opposition a dit que M. Biya, le chef de l'État reconnu de tout le monde, doit initier un dialogue inclusif. Vous comprenez? Pourquoi? Peut-être que vous ne le savez pas. Le problème du Cameroun a été réglé en 1991 lors de la réunion tripartite. C'est à cette époque et à cette réunion, monsieur, il faut que vous le sachiez, que les anglophones ont demandé de retourner au fédéralisme. Non, je vous dis un lapsus. Non, mais attendez, ça c'est une discrimination. Oh, ben vous savez, comment je viens vous il n'y a aucune discrimination. Ça n'a pas le droit d'y il n'y a aucune c'est une diversion. Ce n'est pas une discrimination. Je suis d'accord avec vous. Mais vous dire savez, les anglophones, déjà je vous arrête. Non, vous savez. Permettez-moi. Pour discuter politique avec moi, vous devez mieux vous armer. Je ne parle pas politique avec vous. Vous devez mieux vous armer parce que moi je vais vous enseigner ce que c'est. Oui, vous êtes un bon professeur. Je vais vous enseigner ce que c'est. Je vous retrouve entrer sur un parce que vous répétez. C'est une discrimination. Vous répétez. Et cette discrimination, nous pouvons vous êtes nos frères du sud-ouest et nos frères du nord-ouest. Je sais comment ce pays fonctionne. Les éléments de langage que vous êtes en train d'utiliser, vous l'avez lu dans le livre qu'on vous a donné, n'est-ce pas? Pour aller dans les télévisions, développer un certain nombre de choses. Moi, je veux une discussion. Je ne suis pas celui qu'on ne La discussion, c'est pas... Moi, je vous écoute. Et je connais les éléments de langage du parti au pouvoir. Parce que pour nous, à l'UDC, ces élections, c'est Paul Biya contre Adamou Damdjoya. Adamou Damdjoya contre Paul Biya. Donc, je ne peux pas... je suis en train de vous expliquer. Je suis en train de vous expliquer. Vous ne m'entendrez jamais analyser ce que l'opposition propose, les autres candidats de l'opposition. Moi, je pense que je dois vous dire la vérité. Parce que vous me coupez, parce que je suis en train de vous dire que la volonté sortie de la réunion tripartite qui était imposable à tous d'après le président de la République était la régionalisation. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que les autres avaient revendiqué le fédéralisme de 2 États. Et on leur a dit, nous sommes déjà au niveau de l'unité. C'est-à-dire que ce problème de fédéralisme est derrière nous. On doit avancer. Quel est le problème fondamental? C'était la gestion locale, avec le jacobinisme français. Vous comprenez? Donc, les anglophones, laissez-moi vous le dire, prenez ça comme vous voulez, étaient habitués à une gestion locale. Ce que les francophones n'ont pas connu. Donc, on a partagé ça à la réunion tripartite en 1991. On a donc décidé qu'il y aura la décentralisation, les régions. 28 ans après, 27 ans après, il n'y a rien. Voilà la question fondamentale. Et vous voulez que on ne demande pas à celui qui peut impulser cela, du fait qu'il est le président de la République, de le faire. On le lui demande parce que c'est autour d'une table
que ces problèmes vont venir et qu'on va résoudre et on va réactualiser. Parce que quand on a passé 27 ans sans rien faire, on est obligé de réactualiser. C'est comme vous. Dans votre façon de voir les choses, pour le libéralisme communautaire vient de naître. Parce qu'on a passé 30 ans sans l'appliquer. Et aujourd'hui, on le ramène sur la sellette pour dire que voilà le nouveau programme. Moi, j'ai dit non. Il faut quand même que les Camerounais commencent à apprendre que quand on choisit de faire la politique, c'est pour trouver le bonheur des Camerounais avec des programmes, avec des méthodes de travail, avec des hommes et des femmes qui ont l'éthique et la morale. Je sais que c'est difficile pour les populations de comprendre que c'est ça la politique. Parce que nous, dans nos traditions, on aime bien le spectacle. Mais excusez-moi, je ne me sens pas un acteur de spectacle quand le pays brûle. Donc vous ne pouvez pas dire que nous n'avons rien fait, parce que je vous donne cet exemple, on n'a pas attendu la crise anglophone. Adamou Damjoya est monté à l'extrême nord quand il y avait la crise Boko Haram, ça date de 5 ans. Et si vous allez à Maroua, vous allez aller derrière la maison du ministre Daïrou, n'est-ce pas? Vous allez trouver ce centre qui a été créé pour le dialogue interreligieux, où vous allez trouver à gauche une bibliothèque avec tout ce que vous avez comme Bible et autres, et de l'autre côté, tout ce que vous avez comme islam, pour que les gens commencent à parler entre eux. Parce que quand les gens ne parlent pas entre eux, chacun reste avec sa position figée, alors qu'en réalité, très peu de choses nous séparent. Voyez-vous, ça c'est une technique pour vivre ensemble. C'est une technique pour éviter la guerre. Mais il faut être un spécialiste pour le comprendre. Vous comprenez? Non, mais ce monsieur vient de la diaspora. Ce que je suis en train de lui dire, je te l'ai dit déjà. Non. Je te l'ai déjà dit. Le problème se pose, c'est que vous avez dit que dans le nord-ouest et le sud-ouest, il n'y a personne. Les villes sont vides. Mais Boya ne peut pas représenter le sud-ouest. Non, vous ne pouvez pas me dire ça. Non. Allez-y, il n'y en a pas. Cela veut dire que vous êtes basé seulement sur WhatsApp, Internet, Facebook, non, pour prendre les conclusions. Vous-même, vous n'avez pas eu le courage d'y aller. Il faut savoir que dans la zone anglophone, il y a eu une secousse, il y a eu la peur, j'espère, qui a été instaurée par le système. Et les gens comme vous sont en train de les encourager. Non. Vous êtes en train de les encourager de continuer comme ça parce qu'il y a eu cette peur. Parce que si les partis politiques avaient le courage d'y aller, les gens allaient comprendre. Mais vous n'avez même pas le courage de le faire. Vous ne savez même pas ce qui se passe. Vous allez aller. Il faut noter que il y a toujours... C'est qui sûr on aura une réponse dans les jours à venir. La campagne s'ouvre aujourd'hui. Les gens sont partis. Madame, on est en train de sécuriser Boya. Boya n'est pas le sud-ouest, c'est la capitale du sud-ouest. On est en train de sécuriser Boya. On ne peut pas faire que dans le sud-est. Allez dans le coupé Manengouba. Allez demander comment ça se passe là-bas. Pourquoi vous pensez que si mais prenez votre hélicoptère, atterrissez à Boya. À part WhatsApp, vous avez quoi comme information? Il n'y a que WhatsApp et Internet et Facebook. Nous avons des militants. Si la base, c'est ça, vous pensez que c'est la vérité? Nous avons des militants. Ah, vous avez ça, c'est la vérité? Oui, nous avons des Facebook, militants. WhatsApp, la vérité. Non, nous avons des militants. Je parle des rapports de militants. Et je vous ai dit que moi, j'ai fait venir nos représentants. Il y aura des élections dans le nord-ouest et le sud-ouest. Oui, vous allez décréter les résultats. Dans des places, il y aura. Bien Ceux qui ne veulent pas venir, c'est leur droit, mais il y aura. Nous avons embrayé dans la crise anglophone parce que vous pouvez le comprendre, quand on parle de Paula Tangandi, on parle de sécurité automatiquement, on parle également de crise anglophone puisqu'il est au cœur de ce mouvement, il essaye, en fait, d'après ce qui est de sa mission, de ramener le calme, on en parlait déjà, mais on note quand même énormément de déplacements, Maître Achou, de ce côté-là depuis quelque temps déjà, on les compte pas millions quand même, on ressent, pour ceux qui vivent dans la ville de Douala ou dans la ville de Yaoundé, ici à Bonabéry, d'où vous venez d'ailleurs pour nous rejoindre sur ce plateau, vous le savez que la population augmente tous les jours et on a énormément cette communauté qui revient. C'est pour dire qu'il y a quand même une migration observée qui commence à faire problème. Oui, j'avoue qu'il y a eu des déplacements parce que les gens pensent qu'il y a une confusion. Moi, je dis qu'il y a une confusion dans cette zone parce que c'est difficile de savoir qui est qui. Bon, parce que nous avons une rébellion, n'est-ce pas, qui n'a pas de face. On ne sait pas qui est rebelle, qui n'est pas rebelle. C'est-à-dire, vous êtes là, quelque chose peut arriver, vous arrivez, tantôt vous dites que c'est l'armée, tantôt vous dites que c'est les rebelles. Donc, il y a cette confusion qui est créée. Et ça crée une peur
qui fait le test que les gens ont bougé. Mais malgré cela, moi je pense que, ici il faut remarquer, chaque jour depuis presque, depuis l'avènement des bus là, qui sont au Cameroun, c'est toujours plein d'aller à Bamenda, aller-retour. Tous les jours. C'est toujours plein. Il y a au moins, le transport interurbain. Oui, chaque jour. Il y a au moins une vingtaine de bus entre Douala et Bamenda. Ça, c'est un constat que j'ai fait. Tous les jours plein. Et ces bus portent au moins 70 personnes, n'est-ce pas, par voyage. Donc pour vous, le trafic se fait dans tous les deux sens. C'est dans tous les deux sens. Parce qu'il y a des gens qui s'en vont là-bas. Il y a des gens qui préfèrent une situation de confusion pour faire les affaires. Il y a ceux qui ont peur, ils viennent, ils se reculent. Moi, le déplacement d'un être humain, c'est toujours normal. Et j'habite Bonapelli. Je peux avouer que oui, la population a un peu augmenté quand je vois le nombre de personnes qui circulent. Mais cela ne veut dire pas que ces mêmes personnes que vous voyez là vont rentrer. Parce que quand ils vont constater qu'ils vivent à Douala, parce que ce n'est pas facile de venir à Douala, justement, vivre à Douala, sans personne, sans soutien, et vous pensez que vous avez vécu pendant combien de temps, alors que vous avez une maison à Bamenda, une maison à Boya, une maison à Kouba, que vous pouvez bien vivre avec une activité. Après ces temps, ils vont partir. Il faut que cette période de confusion va passer, et les choses vont revenir en ordre. Et on va également noter, hein, je le disais tout à l'heure, président Sambaka, les autorités qui pour la plupart ont quitté leur poste de responsabilité dans ces zones-là, qui témoignent quand même d'un malaise certain. Oui, moi vous savez, je ne veux pas envenimer, je ne veux pas accentuer. La guerre, ce n'est pas quelque chose de positif, ce n'est pas quelque chose de bien. Je suis vraiment désolé que je puisse me mettre dans une discussion en train de vouloir prouver ce qui se passe là-bas, parce que ce n'est pas bien, même pour la stratégie, ce n'est pas bon. Vous comprenez, il y a des sérieux problèmes dans le sud-ouest, dans le nord-ouest. Je préfère m'arrêter là. Vous comprenez, le reste, on a vu des gens bouger, on a vu ceci, on a vu cela. Donc, ma foi, la politique ne doit pas nous amener à être aveugles. Le problème est là, il est clair, et ma foi, tout ce qu'on doit faire, c'est de tout faire pour que des intelligences arrivent, comme ceux des églises, pour qu'on puisse pacifier le sud-ouest et le nord-ouest, parce que c'est un impératif. Les Camerounais, déjà, on peut féliciter le fait que cette migration n'a pas causé de problème en tant que tel. Ça veut dire que les Camerounais, les Camerounais d'abord savent qu'ils sont tous des Camerounais. Donc, ils ont à accueillir ceux qui arrivent parce qu'ils sont pourchassés, n'est-ce pas? Ils ont à les accueillir. Nous avons vu ici, dans les écoles, augmenter le nombre d'enfants pour que les enfants puissent aller à l'école. Nous avons été choqués du fait que c'est plutôt les francophones qui n'étaient pas préparés. Parce que nous avons vu des enseignants d'établissements en train de sanctionner des enfants parce qu'ils ont refusé de chanter l'hymne national. Ils ne se sont pas dit, mais ces enfants ont été traumatisés là-bas. Peut-être qu'on leur a interdit de chanter l'hymne national. Il fallait plutôt les psychologues pour qu'on vienne s'occuper, les encadrer. Donc vous voyez, on a regretté un certain nombre de choses. Mais je dis, ce n'est pas une raison pour se retrouver dans une posture où on dit, toi tu supportes l'autre, toi tu supportes l'autre. Non. Ce qu'on doit supporter, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun qui n'est pas divisible. Vous comprenez? Mais maintenant, qu'est-ce qu'on met comme mécanisme pour que les populations se sentent bien? Parce que quand on est en démocratie, c'est le peuple qui a le pouvoir. Il transmet une petite partie de son pouvoir au président de la République et il peut retirer ce pouvoir par certains mécanismes. Donc, si les populations sont conscientes qu'on attend qu'eux, ils deviennent de bons citoyens, parce que n'oubliez pas, on peut avoir des populations sans avoir des citoyens. Vous comprenez? Donc le citoyen, c'est quelqu'un qui connaît ses droits et ses devoirs. Ce n'est pas parce que les avocats ne font pas toujours leur travail d'éducation. Hein? Ils doivent connaître leurs droits, ils doivent connaître leurs devoirs. C'est ça le citoyen. Il vote, il contrôle, il sanctionne. Pas qu'il n'a pas de carte d'électeur, il s'en va sur Facebook, etc., etc. Il se met à raconter n'importe quoi. Il y a un meeting, il va s'agglutiner, il demande, il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de pain, etc., etc. Vous voyez, ça, c'est pas ça le citoyen. C'est de la populace. Maintenant, le citoyen, c'est celui qui s'engage. C'est celui qui a sa carte d'identité, qui va s'inscrire sur les listes électorales en se disant « il faut que je contribue à l'avancée de mon pays ». Pour contribuer à l'avancée de mon pays, il faut que je fasse un choix. Pas ceux qui vont s'inscrire aussi et qui viennent nous voir, parce que nous le vivons. Ils viennent nous voir avec 200 cartes,
pour nous dire que voilà, j'ai une brigade de 200, jamais je ramène les bulletins de vos opposants, hein, vos adversaires, et de vos adversaires, et vous me donnez tant. Donc c'est le marchandage, c'est le clientélisme, c'est l'achat de conscience. Avec ça, c'est le statu quo, c'est le recul, et c'est tout le monde qui souffre, et c'est nos enfants qui vont souffrir, c'est nos petits-enfants qui vont souffrir demain. Donc nous sommes à la croisée des chemins, et il faut que la politique se fasse plus proprement. Que la politique fasse une base éthique, même comme je sais que Maître dit souvent que la politique n'a pas de morale, mais je pense qu'il faut un minimum de morale en politique. D'accord. Vous partagez la politique n'a pas de morale? Il dit que c'est le Ndjangi. La politique ne se pratique pas sur un terrain plat. Toujours dit ça et c'est comme ça. Et comme ça la politique. Et on ne peut pas mélanger la moralité et la politique. Parce que très souvent, en politique, il faut prendre des décisions très fortes qui n'ont rien à faire avec la moralité pour que ça marche, pour que ça réussisse. Il faut noter que nous parlons de la sécurité. Bien sûr. Et il y a même temps de la crise anglophone parce qu'on a rallié un carrefour entre les deux. On nous a fait croire que les anglophones sont contre le fait que nous sommes ensemble. Le simple fait que vous-même vous avez avoué qu'il y a une migration qui quitte la zone nord-ouest et sud-ouest, vous venez vers Yaoundé, Douala, voilà. Cela va sans dire que les anglophones considèrent que le Cameroun partout, étant au Cameroun partout, tu es Cameroun. C'est-à-dire tu es chez toi, tu es chez soi. C'est donc ils sont venus par ici. Ils pensent qu'ils mener une vie ici paisible. Ils auraient pu partir ailleurs aussi. Donc, si vous pouvez partir ailleurs, ben, ils ont décidé de venir dans d'autres parties du Cameroun pour démontrer qu'un Camerounais peut être à l'aise un peu partout. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui dérange? Bon, déjà, on ne va pas reposer le problème de ce qui dérange à la crise anglophone. On essaye de résoudre le problème de migration qui est observé parce qu'on a également des plaintes du côté de francophones. On a quelques mouvements qu'on a eu à Biémassi, par exemple, ces derniers jours, où on a interpellé des personnes qui seraient des sécessionnistes, qui profitent justement de cette migration-là aussi pour transférer et pour réussir à intégrer les autres régions du Cameroun. Pour vous, quelle stratégie pourrait permettre de réussir à faire le tri dans cette migration, si c'est possible? Madame Ozalia, ici, je veux vraiment... c'est un problème que beaucoup des responsables politiques au Cameroun ont beaucoup joué à un jeu sur ce problème pour pouvoir se faire de la plus-value au-dessus des Camerounais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait comme le vice-président de l'UDC a dit, un bon citoyen. Moi, je me présente ici en tant qu'un bon citoyen de la diaspora. J'ai pris mon avion, je suis arrivé ici pour défendre la cause nationale. Et je vais reprendre mon avion ici encore le 5 pour arriver le 6 et faire mon droit de mon devoir de citoyen le 7 en Italie. Donc, monsieur le vice-président de l'UDC, vous avez en face de vous un bon citoyen. Donc, je sais ce que je dis, je sais ce que je peux apporter, ce que je peux contribuer. Le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest aujourd'hui a démontré encore aux yeux de tous un flagrant délit que le vivre ensemble est réel au Cameroun. Parce que tout ça, c'est en réponse à ceux qui disaient qu'il n'y a pas de vivre ensemble. Oui, qui ont dit que le vivre ensemble ne se décrète pas. Le vivre ensemble, il est réel parce qu'aujourd'hui, vous avez toutes ces familles qui viennent du Sud, Nord-Ouest, du Sud-Ouest, qui viennent dans le littoral, dans le centre, dans le sud, dans le nord. Ils se retrouvent à l'aise. Et ça a renforcé vraiment ce vivre. Laissez-moi venir. Mais monsieur le président, je suis obligé. Laissez-moi venir. Ils ne sont pas si à l'aise que cela parce qu'on en a qui dorment à la belle étoile. Peut-être ceux qui n'avaient pas de famille ici, nous allons dire que même si vous allez à Bafoussam, vous n'avez pas de famille, vous allez dormir à la gare routière, ça c'est clair. Si vous allez à Yaoundé, vous n'avez pas l'argent, vous dormez dans un hôtel, vous allez dormir. Alors la réalité, pour revenir sur le ministre Atangandi, le ministre Atangandi, je crois que il est en train de démontrer ce qu'un Camerounais doit valoir pour servir son pays. Il sort de nulle part ailleurs, il n'est pas allé à l'ENAM comme tous les autres. Mais quelque part, comme disait le maître Achou là, il est en train de montrer une autre facette en disant s'il y avait 26 Atangandi comme ministre, je crois que tout le monde serait fier d'apporter sa contribution, sa participation pour construire ce pays. Alors le ministre qui prend des décisions aujourd'hui,
par exemple, nous nous rappelons bien que est-ce que sa sévérité n'aurait pas causé plutôt une fuite de tous les Camerounais? Non, s'il vous plaît. Il est assez sévère. Je vais dire ça parce que je reviens un peu à la rencontre que j'ai eue avec les jeunes à Boya, à Moloko hier. C'est très pertinent. J'ai posé la question. When we are here and your brother and sister, they move to go around. Ils m'ont répondu because they don't know for why they are moving. Because no one they are afraid. Je pose la question, they are afraid for why? No, you know, please tell me the truth. I want you to say me the truth because I want to know what's happening because maybe I go to repeat that in the television. Ils ont parlé de la frustration. Leur frustration, c'est que, sachant que dans le sud-ouest, 65% des agents de l'État qui sont là-bas sont tous du sud-ouest. Mais ce sont les premiers, eux-mêmes, à frustrer ces jeunes. Alors, quand un jeune lui-même va... De quelle façon? Oui, merci, non. Je viens pour pouvoir trouver comment si vous pouviez arriver très vite aussi, oui, parce qu'on gère un timing. Vous savez, le problème, quand on parle de problème de la jeunesse, j'aimerais que vous trouviez une plateforme vraiment pour parler vraiment de ces jeunes déplacés. Je crois que ça sera vraiment rassurant pour l'après-élection. Voilà, alors, ces jeunes, globalement, merci, globalement, ces jeunes disent, ceux qui partent, ils ne partent pas parce qu'ils n'aiment pas le Cameroun, c'est parce que nous sommes retrouvés un moment qu'il y a eu certaines personnes qui sont venues dans une manipulation, dans notre frustration, et nous avons adhéré à eux. Et quand nous avons adhéré à eux, on pensait que ce qu'ils voulaient nous vendre, c'est quelque chose de merveilleux, mais on s'est rendu compte que nous étions perdants. Nos cartes d'identité sont partis comme ça. Nous avons compris aujourd'hui que nous devons rétablir l'ordre ici dans Moliko. Nous devons participer tous aux élections. Même si beaucoup ne sont pas inscrits, mais nous préférons d'abord avoir une carte qui confère en nous, les républicains. Alors, je me suis posé la question. Alors, pourquoi les opposants, alors, là-bas, dans le littoral, dans le nord, partout, disent comme quoi que dans le sud-ouest, qu'il n'y aura pas élection? Pourtant, je vois ces jeunes qui sont là. Alors, pour dire un peu... Ils t'ont également dit que beaucoup n'étaient pas inscrits sur la liste électorale. Non, parce qu'au moment où il y avait cette crise, c'était de chacun pour soi. Vous aurez le temps où, parce que ça rendez-vous compte qu'à un moment, même les autorités en place sont partis. Ils sont sortis du sud-ouest avant de revenir actuellement. Ils sont revenus parce que l'État en a pris conscience aussi elle-même que la population elle-même est responsable et a demandé à l'État. Nous sommes là, nous avons compris finalement le jeu qui se passait. Et ce jeu a pris vraiment de la plus-value par rapport à l'opposition. Parce que l'opposition, jusqu'à aujourd'hui, ne parvient pas à condamner. Il y a certains qui sont en prison. Mais qu'est-ce qui coûte à l'opposition de pouvoir aussi s'asseoir? Vous savez, c'est très facile de critiquer. Monsieur, 36 ans, vous n'avez pas d'un bilan. 36 ans, voici la preuve palpable actuellement dont l'opposition devait s'asseoir. Que d'attendre qu'il y ait une réunion où la mission catholique viendra. Ce n'est pas la mission catholique qui construit le Cameroun. C'est les Camerounais qui vont construire la mission catholique. Je crois que j'ai eu dans ma page Facebook une fois à interpeller le cardinal Monseigneur Toumi qui voulait une conférence avant les élections. Et où j'ai interpellé ce n'était pas possible quand nous sommes préparés déjà pour les élections. Et je crois bien que si je suis là, il faut bien qu'on fasse comprendre à tous les partis d'opposition que ce jeu de micmac, de manipulation, la jeunesse camerounaise et la diaspora, nous sommes matures et nous sommes responsables. S'ils veulent prendre la responsabilité pour une alternance en 2025, nous serons prêts avec eux pour construire ce Cameroun grâce. Aujourd'hui, je pense qu'il est libre que tout le monde adhère, que tout le monde prend le projet, qu'à l'intérieur du projet sur le texte de libéralisme communautaire. S'il vous plaît, vous me la remettez, ma parole? Oui, vous avez la parole parce que je crois que je vais pas monopoliser. J'ai eu à un moment donné l'impression... non, je ne pourrais pas monopoliser. D'accord, ça me rassure. Pour revenir donc à vous, Président Sambaka, pour sortir... Moi, je le comprends. Moi, je le comprends. Je pense qu'il en avait... Parce qu'il n'a pas pris son avion mandaté par les militaires du RDPC d'Italie. Pour venir s'amuser ici, il faut qu'il mouille le maillot. Je ne suis pas responsable d'un bureau du RDPC. Permettez, monsieur. J'ai 12 800 Camerounais où j'ai la responsabilité morale, mon cher. Vous savez, d'autres Camerounais qui ne sont pas du RDPC, je prends à témoin le jeune Cabrel Libi qui a fait le tour du monde et
toutes les salles ça, c'est de pleines. la gesticulation. Non, Il est de l'opposition. Comment il fait que de la gesticulation? Écoutez, vu qu'il arrive en France, il n'est pas arrivé à la diaspora pour écouter la diaspora comme d'autres partis. Il est venu chercher que de l'argent. Et aujourd'hui, je crois bien qu'il soit en train de faire un meeting. J'aurais voulu que son représentant soit ici, qu'ensemble, qu'on essaie de débattre ce débat. C'est un discours qui est éculé. Ça date de Mathusalem. Ça ne marche plus dans le Cameroun. Bon, vous venez de l'extérieur, vous ne le savez pas, mais tous les Camerounais le savent. Moi, ce que je veux dire, c'est que quand on a fini de dire que le vivre ensemble n'est pas un problème au Cameroun, alors le problème est éminemment donc politique. Parce que si nos frères du sud-ouest et du nord-ouest peuvent traverser et venir ici, n'est-ce pas? Ça veut tout simplement dire que le vivre ensemble ne pose pas de problème. Et nous en sommes heureux. Alors à ce moment-là, le problème est éminemment politique. Il faut donc le régler de manière politique. Qu'on ne nous parle plus des avocats, des enseignants et tout ça là, ça n'a rien à voir. Le problème, il est politique. Pourquoi il est politique? Parce que la Constitution n'a pas été appliquée depuis plus de 20 ans. Vous comprenez? Parce que il faut toujours chercher comment on sort de la crise. Ouais. Parce que ces gens qui se sont mis à se révolter et dire que ça ne va pas, si ces gens étaient acteurs, partie prenante de leur propre développement, ils n'auraient qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes et aux choix qu'ils ont faits au niveau local. Vous voyez? Donc, la méthode participative est la méthode avec laquelle le Cameroun se fera ou ne se fera pas. Parce que les élections, personne, je vous dis personne, ne peut gagner les élections et bâtir le Cameroun seul. Le Cameroun a besoin d'une nouvelle fondation. Cette nouvelle fondation doit se bâtir sur le consensus. Et je crois qu'au niveau du Cameroun, le consensus n'est même pas difficile. Parce que nous disons presque tous la même chose. Mais ceux qui sont au pouvoir préfèrent qu'ils retardent les choses. Ils vous disent ça va venir progressivement. Et on se retrouve à 30 ans après et ils s'en vont réveiller un livre qui date de 30 ans. Et quand ils réveillent ce livre qui date de 30 ans, c'est un signal qu'ils donnent pour dire que nous voulons mettre ce livre sur la table pour 30 ans encore. Voyez-vous? Or, ça ne correspond plus avec les desiderata parce que c'était une affaire d'une époque. Elle n'a pas eu l'opportunité d'être appliquée à cette époque. Une nouvelle époque s'annonce et cette nouvelle époque, c'est ce que l'Union démocratique a appelé, n'est-ce pas, le nouveau contrat social. Le nouveau contrat social qui est bâti sur les rapports entre l'administration et les populations. Un rapport de partenariat qui vise nos us et coutumes. Un rapport qui nous amène à ressortir nos valeurs traditionnelles et mettre de côté tout ce qui est négatif, à savoir les gens qu'on fouette dans les chefferies traditionnelles, etc. etc. Non, nous avons des valeurs positives traditionnelles. C'est ça le nouveau contrat social que nous proposons. Je pense que il faudra tout simplement être attentif, il faudra être regardant, parce que la campagne électorale permet de dire aux gens ce que nous faisons depuis des décennies, et ce que nous projetons pour l'avenir. Je ne pense pas que c'est en multipliant le nombre de gens et le nombre d'affiches qu'on peut atteindre les populations. Les populations doivent être attentives pour écouter les discours des uns et des autres, les propositions des uns et des autres, et les personnes à mieux d'en ramener non seulement la paix, mais le développement. D'accord. Maître Achou, oui, vous avez souri pendant que le président Samba qui a parlé. La société au Cameroun, consensus. Consensus de quoi? Sur la base de quoi? Les gens qui n'ont jamais participé ou gagné les élections pensent qu'on doit gérer ce pays avec le consensus. Les prêtres qui n'ont jamais été votés, les leaders politiques qui n'ont jamais réussi une élection quelque part, les gens qui n'ont jamais, n'est-ce pas, eu l'onction de la population pour parler à leur nom. Ce sont eux qui disent tout le temps consensus, dialogue, parler. Dis-moi, si on doit dialoguer sur le problème de paix, nous sommes 25 millions de Camerounais. C'est les 25 millions qui vont s'asseoir pour parler. Il faut qu'il y ait des élus. Il faut que les gens, n'est-ce pas, élus, n'est-ce pas, par la population. Il faut que les gens, n'est-ce pas, que les gens, nous pensons que vous pouvez nous représenter. Mais est-ce que vous respectez les élus?
Il n'y a pas de maire dans le sud-ouest, dans le nord-ouest. Vous avez seulement vu un seul maire à Buea. Je crois, avant qu'on parle de s'asseoir... Permettez, je donne encore la parole sur ce plateau. Il a même dit qu'on ne et c'est bouge pas Maître dans son Achou. village. Et c'est Maître Achou qui a la parole. Revenons dans l'histoire de décentralisation. Moi, je pense que, malgré tout, M. Adamou Nambiou a fait un bon travail à Fouman. Parce que la décentralisation, c'est l'affaire des maires. C'est l'affaire des conseillers municipaux. C'est pas l'affaire même de l'État. Les mairies n'ont pas besoin, n'est-ce pas, de l'argent de l'État même pour fonctionner. Les mairies peuvent chercher l'argent pour gérer, n'est-ce pas, les mairies différents. Cette histoire que... J'ai dit que le problème, c'est... Nous n'arriverons pas à laisser l'histoire de colonisation dans notre tête. Les maires oublient qu'eux-mêmes peuvent gérer leur municipalité sans problème. Si l'État a l'argent ou pas, ils peuvent le faire. Comme le maire de Bonabel, il le fait souvent. J'ai dit, je vais monter un petit exemple. Un bourse de travail. Il organise le travail, n'est-ce pas, avec les sociétés de la place, pour qu'on embauche les gens qui habitent dans sa municipalité. Est-ce qu'il a besoin d'argent de l'État pour le faire? Il y a beaucoup de mouvements. Par exemple, il prend n'est-ce pas, les déchets du ciment pour réparer les routes. Est-ce qu'il a besoin d'argent de le faire? Donc, la décentralisation, n'est-ce pas, c'est les affaires des mairies. L'État n'a rien à y voir. Vous êtes en train de donner trop de crédibilité, n'est-ce pas, au pouvoir central pour gérer la décentralisation. Nous avons toujours dans la tête que tout c'est Yaoundé. Il faut sortir ça de votre tête. Il faut qu'on sorte ça de notre tête. Que ici, à Douala premier, le maire peut tout faire. Il suffit seulement d'avoir de l'ingéniosité, n'est-ce pas, pour savoir gérer sa municipalité. C'est tout. Chaque fois, vous voulez seulement blâmer le gouvernement parce que... Non, si vous réduisez la mairie à la signature, n'est-ce pas, des actes de décès, des actes de mariage et des actes de naissance, oui, la mairie peut se... Est-ce que j'ai parlé de ça? Moi, je pense que... J'ai parlé des petits problèmes qu'on a réglés même à Bonabel devant tout le monde. Sans argent. C'est à partir des mairies qu'on peut impulser un bon développement dans notre pays. Pourquoi? Parce que le jacobinisme a échoué. La centralisation excessive a échoué. Les populations ne reçoivent rien. Si vous avez des... La loi a donné le pouvoir aux maires de gérer la municipalité. La loi est là. Les maires n'ont plus besoin de quoi que ce soit. La loi est là. Vous voyez, et c'est ça qui va donc bloquer le processus. Parce que la décentralisation demande que dans le budget de l'État, qu'il y ait un pourcentage qui aille aux régions. Vous comprenez? C'est-à-dire aux communes. Et si ça ne vient pas, ça va vous bloquer? Pourquoi ça ne viendrait pas? Pourquoi ça ne viendrait pas s'il y a un budget au niveau central? C'est la raison pour laquelle réduire les communes à ces activités de signature, alors qu'en réalité, nous voyons les communes dans la décentralisation comme un pôle de développement, un tissu où on encadre les populations, où des investisseurs arrivent et ils sont parties prenantes dans le développement. La décentralisation. Est-ce que les maires sont interdits à tout ça? Mais alors, est-ce que les maires sont interdits à tout ça? Il va diminuer l'immigration de ces jeunes qui sont partis à l'extérieur. Et moi, je voulais quelque part aussi ajouter quelque chose. Vous savez que tout à l'heure, je ne sais pas qui c'est vous qui l'avez dit, qu'on a attendu 28 ans, on attend encore pour la décentralisation. Qu'est-ce qu'on appelle, qu'appelons-nous la conscientisation des Camerounais? Nous sommes une démocratie qui se construit. Nous sommes une diaspora qui vivons notre démocratie. Et les jeunes ici vivent leur pays qui se construit. Le chef de l'État, je crois que fier d'être Camerounais comme nous autres aussi, a pris du temps pour mettre sur pied le Sénat. Avant de mettre le Sénat, beaucoup ne s'attendaient pas, peut-être que si vous avez eu l'expérience là il y a 17 ans en arrière, ou il y a 23 ans en arrière, pour savoir qu'est-ce que veut dire le Sénat. Mais ça a pris ce temps, ça a conscientisé une génération. Qui êtes-vous pour comprendre la valeur vraiment de ce Sénat? Donc on doit prendre encore 23 ans pour conscientiser. Non, s'il vous plaît. Je veux dire, je parle de la conscientisation. La conscientisation, c'est de savoir qu'est-ce qu'appelons-nous décentralisation. Je crois que les maires ont pris le temps aujourd'hui, les communautés ont pris le temps pour comprendre qu'est-ce qu'on appelle décentralisation et quel sera notre rôle. Je crois que c'est le rôle que l'administration territoriale au Cameroun a eu à jouer et que nous attendons aujourd'hui que
tout le monde est déjà préparé. L'exemple qu'on venait de le mettre à jour là maintenant, en appréciant ce qui se passe dans le Noun, qui est une famille d'affinité pour moi, parce que vous savez, je suis né dans la chefferie de Bamoun, je suis né vraiment à l'intérieur, dans la main de M. Sédou Ndoya, père son âme, le roi Sédou Ndoya. Alors pour dire un peu qu'aujourd'hui, nous voyons que les maires qui sont déjà préparés depuis près de 10 ans, depuis près de 15 ans, savent que demain, quand il y aura vraiment cette décentralisation dans leurs mains, ils vont savoir à quoi s'en servir, à quoi s'en tenir. Parce que c'est là où revient encore ce même livre, comme vous disiez tout à l'heure, qu'il y a 30 ans, ce livre est parti, ce livre est revenu. Je crois que c'est un monsieur, c'est un Camerounais, participativement, qui apporte sa participation sur ce livre et sur la vie politique et la construction du Cameroun d'aujourd'hui par rapport à la jeunesse, par rapport à la population et le Cameroun de demain. Et quand je voulais revenir encore sur le ministre Atangandi, parce que... Vous permettez. Oui. Ce qui est intéressant avec cette émission, c'est qu'on va crescendo, on évolue. Okay. Donc on a traversé le ministre Atangandi, on parle de... Non, je voulais apprécier seulement la démarche qu'il a pris radicalement pour dire à la population du Nord-Ouest et du Sud-Ouest: je ne suis pas quelqu'un de difficile, mais nous sommes là pour construire ensemble. Et il faut trouver tous les voies et moyens et mettre des autorités en place, mettre tout le monde face à sa réalité pour combattre ce groupe terroriste qui sont venus ici, qui sont venus terroriser toute une population dans les régions. Et comme nous savons aujourd'hui que ces groupes, ce sont des personnes qui sont assis en Europe pour jouer ce qu'on appelle un triangle, et ça n'a pas marché et ça ne marchera pas aussi au Cameroun. Et ceux qui veulent dire que c'est la mission catholique qui vient arranger les problèmes camerounais, vraiment je crois que nous n'allons pas dire non, mais il faut qu'ils laissent l'État et l'opposition en est responsable, parce que depuis ce problème, l'opposition n'a pas pris un consensus d'opposition entre eux tout d'abord pour travailler et dire nous sommes allés sur le terrain. Voilà ce que nous avons constaté. Maintenant, on peut jouer notre rôle constructif pour dire, par exemple, au gouvernement, voici ce que nous, opposition, nous avons pensé et nous avons vécu, nous avons décidé. Et voir maintenant travailler maintenant en collaboration avec l'État, pour que l'État maintenant puisse avoir quand même un background pour appeler maintenant cette conférence. Merci. Maître, vous qui êtes ici avec moi, vous voyez ce qu'il dit? Donc en réalité, il dit que le pouvoir doit réunir l'opposition quand elle veut. L'opposition doit se réunir. Attendez. L'opposition d'abord doit se réunir. Laissez-moi parler. Donc si je comprends bien, la démarche c'est que ceux qui sont au pouvoir dictent à l'opposition quand ils veulent de se réunir. Ils dictent à l'opposition de se séparer. Une opposition constructive et participative. C'est ce que je vais dire. Vous pensez que c'est ça la démocratie? Non, c'est ce que je vais dire. J'ai dit. Une opposition constructive et participative. On ne va pas seulement comprendre l'opposition le jour qu'il y a. Il faut faire très attention parce que vous avez attaqué un domaine qu'il ne fallait pas attaquer. Un domaine où la jeunesse a le droit de s'impliquer. Parce que, oui. Vous avez parlé du Sénat. Moi, je sors d'une élection sénatoriale. Par exemple, vous avez pris du temps pour comprendre que c'était le Sénat. Et je vous ai expliqué. Non, j'ai eu la possibilité d'expliquer ce qu'est un sénateur au Cameroun. Parce que les sénateurs du RDPC qui sont là-bas ne savent pas ce que c'est que le Sénat. Ils ne connaissent pas leur rôle à jouer. Mais oui, donc vous voyez qu'après 23 ans, il fallait vraiment attendre ces 23 ans pour mettre le Sénat. Attention, nous sommes arrivés. 1% plus comprendre que c'est le Sénat. Non, écoutez-moi bien. Nous sommes arrivés. Parce que vous allez retourner en Italie, vous allez dire que vous avez rencontré le vice-président de l'UDC. Il faut quand même que vous repartiez avec quelques idées. Je suis en train de vous dire. Il faut que l'opposition que vous représentez, vous comprenez que cette diaspora et cette jeunesse. Non, écoutez, on est sur la base des idées. Je vais vous donner quelque chose. Sur la base des idées, justement. Donc, le Sénat que vous voyez là, c'est la représentation de la collectivité décentralisée. C'est-à-dire les régions, les communes. Vous voyez. Bon, maintenant, le sénateur, il est sénateur de région. C'est la raison pour laquelle on fait en sorte qu'il y ait 10 par région. Pourquoi ils sont au Sénat? Ils sont au Sénat parce qu'ils représentent des régions. Et pourquoi au niveau des régions, il y a la chambre des chefs traditionnels? C'est parce que nous avons des usages et coutumes, nous avons une identité. Donc le sénateur qui va au Sénat, quand la loi arrive de l'Assemblée nationale, il doit tenir compte de nos us et coutumes, n'est-ce pas? Pour voir si cette loi correspond à cela. Maintenant, de l'autre côté, il doit interpeller les ministres et tout, pour voir si les textes et tout ce qui concerne la décentralisation, le transfert des compétences, les transferts des ressources, si tout cela est parti au niveau des régions qu'eux ils représentent. Mais ils ne font pas cela. Ils ne font pas cela. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens demandent qu'on supprime le Sénat. Non, il faut donner une orientation nouvelle, que les sénateurs sachent ce qu'ils ont à faire, parce que nous avons besoin de ça. Mais ils vont vous dire qu'on n'a pas encore mis en place les régions. Mais ce n'est pas une raison
pour ne pas aller dans les communes, pour ne pas aller revendiquer ce qui devait revenir, aux communes. Il faut bien qu'il le fasse. Vous comprenez? Parce que les gens en ont marre de ce Sénat, alors que le Sénat a son rôle à jouer pour faire l'ancrage au niveau de nos lois en tenant compte de nos us et coutumes. C'est très important. D'accord. Merci beaucoup. On va prendre quelques réactions des téléspectateurs pour parler de présidentielle, parce qu'il faut bien, on est radicalement rentré à l'intérieur, puisque dans tous les sujets qui sont abordés, on a les pieds ancrés dans cette élection présidentielle, puisque le coup d'envoi a été donné ce jour. Demandez à Maître Tabeachou pourquoi il n'est pas allé chez lui depuis 2 ans. Oui, la première des choses, c'est que... Je peux répondre. La première des choses, c'est que le chez moi se trouve à Bonabéry, ici à Douala, là où j'ai vécu pendant 30 ans. Et ça, c'est là ma vie. J'ai passé ma jeunesse ici à Douala. Et le chez moi, c'est Bonabéry à Douala. Donc, il ne peut pas me demander pourquoi je ne suis pas allé chez moi. Mais si vous allez dans la zone anglophone, il faut dire à ce monsieur que pour aller dans la zone anglophone, je n'ai pas besoin de l'annoncer. Je ne suis pas le président de la République. Je pars quand je veux et comme je veux. Quand cela les tienne, il sait. D'abord, parmi les gens qui m'ont menacé à mort parce que je ne suis pas de l'idée qu'on doit prendre les armes pour que les Camerounais s'entretuent. Je ne suis pas de leur avis. Je ne suis pas dans les histoires d'Amazonie, mais je suis contre tout ce qui dit qu'il y a un pays qui s'appelle Amazonie dans ce Cameroun. Je suis contre tout ce qui dit qu'il y a la sécession. Et je suis contre tout ça. Mes idées ne convergent pas avec eux. Et c'est mon droit de décider ce que je veux. Bien sûr. Je dis que la personne qui me menace de mort n'a qu'à venir me trouver chez moi. Je ne suis pas un enfant, je ne suis pas un bébé, je suis un être humain aussi. S'ils pensent qu'ils ont le monopole, n'est-ce pas, de menacer, de tuer les gens, je les attends aussi. Ils vont voir si Dieu va décider que c'est lui ou c'est moi. C'est clair. Bonsoir au plateau, je suis vraiment fière des propos de Baka. Il est très posé dans son argumentaire et dit que l'État a une grande partition pour la bonne marche de la nation, et aussi l'opposition peut proposer, mais c'est à l'État de prendre la décision finale. C'est Bertin depuis Nangueboko qui nous écrit aujourd'hui. Je salue Madame la journaliste à l'œuvre médiatique pour le pays. Merci. Je ne sais pas que tu as dit. Pourquoi ne résidez-vous pas au Cameroun, mais plutôt en Italie? Pourquoi préférez-vous l'Italie? C'est la question qui est posée par un téléspectateur qui se prénomme Robert. Et je crois que je dirais à mon cher Robert que je suis parti très jeune du Cameroun et je suis au Cameroun de temps en temps, et j'ai toutes les nouvelles du Cameroun par rapport à cette jeunesse dont j'entretiens pas le bien de l'association Vie et Lumière. Donc tu œuvres au Cameroun tout en restant en Italie. Tout en restant en Italie, mais très prochainement je serai avec vous parce que le vrai combat va commencer après le 7 octobre. C'est-à-dire quand vous allez entrer dans l'opposition. Quand je reviens prendre l'association et notre vivre ensemble, nous allons vraiment la vendre maintenant. Voilà, c'est le moment de la lecture des SMS. Avec les SMS, on les prend, qu'ils nous plaisent ou non, on fait avec. Bonsoir à vous sur le plateau. Le débat a besoin encore d'être ordonné. Beaucoup d'informations dites sur ce plateau fusent et sont intéressantes. Et très bonne émission. Merci de cultiver les Camerounais. C'est Fabio Moko qui nous écrit depuis Bonabéry. Bonsoir à vous sur le plateau. S'il vous plaît, dites à monsieur de l'UDC de changer son CD car il est vieux. C'est pas avec ça qu'il va nous gouverner. D'autres SMS. Ça va dans tous les sens. Ne riez pas très vite. Comment un citoyen un matin contraint de fuir sa ville de résidence pour se retrouver ailleurs peut se sentir chez soi quand il a tout laissé derrière lui? Franchement, si le monsieur de la diaspora n'a rien à dire, qu'il se taise. Je le disais, ça vient de partout. À quoi sert ce Sénat? Je me demande pourquoi les personnes qui sont au pouvoir ne veulent pas dire la vérité. Moi, je n'ai jamais vu une émission où les gens du RDPC avouent que ça ne marche pas. Cette affaire de Sénat. Bonsoir à vous. Les guerres et les révoltes n'ont pour source que les injustices et les frustrations. Le régime actuel a prospéré dans un mépris sans précédent.
Je pense qu'il y a la suite. Un tribalisme sectaire, une hypercentralisation du pouvoir. La crise anglophone est un problème de gouvernance. Une personne qui ose justifier le bilan du régime est de mauvaise foi. Regardons les crimes rituels, les viols, l'homosexualité de chantage. Il faut que le président accepte de céder la place pour que son successeur soit mieux ou pire que lui. Voilà, on va accepter Roseau DDA, peu importe pour elle qui vient, tant que quelqu'un vient. Bonsoir le plateau, je suis Féou Adamou, fils du docteur Adamou Ndamdioya. Je voudrais dire que le Cameroun va mal, dit à Yombi qui ne connaît rien de ce qui se passe au Cameroun. Bonsoir. Oui, ça c'est le fils maintenant du candidat Ndamdioya qui regarde cette émission. Bonsoir le plateau, nous sommes fatigués des mensonges du RDPC. Mes parents, vous aimez les Camerounais, soyons sérieux. Vous tuez la jeunesse, et Gertrude qui nous écrit, et depuis Kribi, que l'avocat et M. Yombi nous excusent. Apprenez les lois sur les décentralisations de notre pays, le Cameroun, et parlons de la réalité de notre pays. C'est Manix Etoa qui nous écrit. Je sélectionne au hasard, hein, il y en a beaucoup. Salut le panel, bravo. Président Sambaka, ce plateau est trop petit pour vous. Vous pouvez encore aller plus. Monsieur de la diaspora, il doit apprendre, et il doit apprendre, et il doit apprendre, et non distraire le débat. Bon, on a répété, hein, je fais que redire, c'est-à-dire l'insistance à son rôle. Bonsoir, dites à ce chômeur en Italie. Bon. Je préfère m'arrêter là parce que la suite... Vous savez que vous pouvez aller. Non, rassurez-vous, je m'octroie encore le droit de sélectionner. Voilà. J'ai toujours dit aux téléspectateurs qu'être poli, c'est le début de tout pour participer à cette émission. Donc, je refuse de laisser passer des injures. Sur ce plateau, on va donc prendre une transition, sauf si on a une réaction, 30 secondes pour sortir du sujet de la crise anglophone. Parfois, les gens écrivent, parfois, les gens parlent, il y a des lapsus. Ouais. Parce que tout à l'heure, j'ai cru entendre quelqu'un dire que vous êtes vieux. Sambaka est vieux. Ouais, non, le CD je pense que il voulait parler de la sagesse. Voyez-vous, la vieillesse, la sagesse, c'est deux choses. On peut être jeune et être sage. On peut être moins jeune, parce que je ne pense pas que je suis vieux. Je vous le rassure, vous ne l'êtes pas. Maître, est-ce que nous sommes vieux? Non, pas encore. Bon, alors, donc nous ne sommes pas vieux. Vous sortez déjà, ça veut dire que c'est moi qui suis vieux. Vous assumez un peu vos responsabilités. Vous êtes très jeune. Vous êtes très jeune. Quand vous dites que je suis jeune, mais monsieur qui a plus de 50 ans, quand même. Dans ce cas, ce plateau n'est fait que des vieux. Apparemment. Et nous devons donc assurer une transition pour les jeunes de demain. La personne a voulu parler de sagesse. Parce que moi, je me reconnais là-dedans. Mon souhait, c'est d'être encore plus sage. Oh ben oui, c'est pour ça, on connaît ça que vous êtes d'une sagesse. Et je vais ajouter que les Camerounais n'ont pas compris le rôle des partis politiques. Vous savez, ce n'est pas parce que X ou Y est mauvais dans un parti politique, il faut dire que le parti est mauvais. C'est clair. Et il faut noter également que le Cameroun n'est pas géré seulement par le RDPC. Il y a aussi un groupe de partis, n'est-ce pas, qui sont des alliés. Et alliés de RDPC qui gèrent le pays ici. Et il faut noter que, en plus que les fonctionnaires que j'ai toujours dit que ce sont eux qui font mal dans ces pays, je peux dire que le 3/4 de ces gens ne sont pas les membres de RDPC. Et c'est les fonctionnaires qui nous gèrent, qui créent le problème que nous subissons tous les jours. D'accord. On va prendre une transition et on va parler de présidentielle puisque le top départ a été donné aujourd'hui. On va rentrer dans ce sujet qui préoccupe au plus haut point et qui va meubler l'actualité des Camerounais dans les tout prochains jours. 22 septembre 2018, c'est aujourd'hui que commence officiellement la campagne électorale au Cameroun. 9 candidats en lice pour y arriver. On va rappeler pour ceux qui ont l'intention d'aller voter. Si j'ai oublié quelqu'un, vous m'aidez. Ndifor Franklin, bien sûr du MCNC, Adamou Ndamdioya de l'UDC. On pense à Cabral Libi du parti Univers. Bien sûr, on pense également à Maurice Kamto du MRC et à Maître Akere Mouna de l'AFP, parce qu'il faut apporter les précisions sur les partis politiques. Espoir Matomba du PURS qui est également dans la course. On va penser à Garga Aman Adi de l'ADD. J'espère que je n'ai oublié personne. Ah oui, le candidat Paul Biya.
Le candidat sortant du RDPC. Je pense que tout le monde y est dans cette cagnotte. Sauf que le parti qui a encadré Akerebona, ce n'est pas l'AFP, c'est un autre parti. Mais les initiales, je ne les ai pas en tête. Mais l'AFP est dans la plateforme. Bien sûr. Voilà. Alors, maintenant que tout est dit et qu'on sait désormais qui ira présenter les dossiers le 7 octobre prochain, le débat est ouvert. Hein. En ce moment, on assiste à des, vous le disiez tout à l'heure, beaucoup d'affiches placardées dans la ville de Douala. Moi, j'ai eu la chance de vivre cela à minuit hier parce que j'étais dans la rue pour vivre le début de cette campagne électorale et c'est sous mes yeux que les affiches ont commencé à être placardées sur les murs, exactement à minuit 2 dans cette zone-ci. Et j'ai pris plaisir à regarder pour l'actualité, pour l'histoire du Cameroun. J'aurais vécu le début de cette campagne électorale personnellement. Et maintenant, M. Sambaka, vous le disiez en off, quand on est opposant et que devant sa maison, on a une grosse affiche du candidat de l'autre côté, qu'est-ce que ça peut faire pour ouvrir le débat sur cette campagne électorale? Moi, ce que je dois dire, c'est que j'ai été surpris parce que je n'ai pas vu à quel moment on a planté c'est-à-dire que l'armature, hein, ça a été fait juste devant ma porte, n'est-ce pas? Ça a été fait, l'armature, et on l'a mise, et je n'ai pas vu, je n'ai pas fait attention. Mais c'est la veille que, quand on mettait les cadrages et tout ça là, que j'ai dit, mais tiens, donc on veut, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut faire ici, mais j'ai imaginé, parce que je sais comment ça se passe. Très souvent, les militants du RDPC aiment beaucoup, quand on va dans les élections, venir chez moi, coller sur mes murs les effigies du candidat Paul Biya. Pas seulement Paul Biya, ça s'appelle les législatives, ça s'appelle les municipales, ils adorent faire ça. Donc moi, je suis habitué, je crois que les Camerounais connaissent bien Paul Biya. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'il a rajeuni. Donc, dans cette affiche. Oui, tout à fait. Et moi, je dois dire que c'est le président du Cameroun. C'est le président du Cameroun. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas... C'est une institution. Vous comprenez? Quand bien même il a un traitement différent des autres candidats. Quand bien même je souhaite que ce soit Ndam Dioya qui prenne cette place pour que les Camerounais soient heureux. Mais Paul Biya, c'est l'institution. Bon, maintenant, avec tout ce on peut appeler les abus de ces militants et puis de l'administration, on va tapisser toute la ville de ces photos. Nous sommes habitués à cela. Moi, je me pose même la question de savoir souvent, est-ce que pour gagner une élection, il faut mettre les affiches? Parce que les gens qui ont des cartes d'électeurs, leur devoir pendant la campagne électorale, c'est de suivre les candidats et de voir la meilleure offre. Ce n'est pas les affiches qui votent. Vous voyez? Bon, ça, c'est pour ça que j'appelle politique spectacle. Parce que ça coûte beaucoup d'argent, mais ce n'est pas déterminant pour gagner une élection. Vous voyez? Vous partagez cet avis, M. Youmbi? Les affiches, ça peut parler à un potentiel votant ou on n'a pas besoin d'affiches dans la ville en période de campagne? Je crois que toute campagne a toujours besoin d'avoir des affiches juste pour rappeler. Vous, en tant que votant, qu'est-ce que l'affiche vous apporte? Nous, en tant que votant, parce que une affiche peut être déterminante. Que vous sortez pour voter X ou vous allez voter A. Tout simplement parce que vous avez trouvé que l'homme que vous entendez à la radio, vous voyez le visage en face de vous et ça vous fait changer. Directement, il y a beaucoup de personnes qui dans le visuel, pour vous, ça peut avoir un impact. C'est très important. Ça a un impact au niveau des élections. Parce que écouter et voir quelqu'un sur une affiche, c'est deux choses différentes. Il y a beaucoup aujourd'hui qui m'écoutent. Et pour ceux qui me connaissent de visage, ils se disent, mais on n'a jamais écouté M. Youmbi souvent au Cameroun. Mais là, on l'écoute. Finalement, tout ce qu'il écrit et ce qu'il dit, c'est cohérent avec ce qu'il est dans sa page. D'accord. Je crois que c'est très important. Ok. Maître Achou, parce qu'il a raison, président Sambaka, c'est le RDPC qui a démarré en 30 hier dans la nuit. Je comprends que le président Sambaka est choqué de voir la préparation du RDPC. Il n'attendait pas ça. Parce que le seul parti qui a réussi dès le départ, l'espoir de campagne, de mettre des affiches partout. Je vous ai dit que le RDPC est un parti très structuré et organisé. Nous avons préparé les élections, ce n'est pas aujourd'hui qu'on commence. Il y a cela au moins 2 ou 3 mois. Et lorsque le jour est arrivé en disant que bon, voilà le moment de commencer, d'après notre stratégie, les choses se sont allées, n'est-ce pas, à une vitesse que les autres ne comprennent pas. Nous, c'est les militants qui mettent les affiches. Ah, vous, c'est les entreprises.
S'il vous plaît, si on paie les attributions, est-ce que c'est interdit? Non, j'ai pas dit Il faut que noter c'est que oui, voilà. J'ai pas Nous dit que c'est nous interdit. sommes prêts. C'est notre stratégie qu'on nous a mise en place. La preuve en est que ça fait presque un mois, on a publié la liste, n'est-ce pas, de notre membre de campagne. Quel parti a dû faire jusqu'à aujourd'hui? On ne connaît pas. Non. Aucun. S'il vous plaît. On a déposé chez Elecam. Tous les partis ont déposé chez Elecam. On a publié le nôtre déjà. Mais vous avez publié Vous avez fait dans Cameroun aucun parti. Dans Cameroun Tribune. C'est pas dans Cameroun que j'ai vu. Oui, mais moi je vous dis que tous les partis, tous les Ouais, Camerounais, le niveau de préparation. ils ont déposé chez le Elecam. RDPC est préparé. Jusqu'à Et Washington. notre façon de faire choque les autres. Nous sommes prêts pour les élections. Nous avons fait une stratégie qu'on va appliquer au fur et à mesure. Vous avez d'autres surprises, monsieur Baka. Maintenant, on a un autre problème pour planter. Hein. On est au début de la campagne. On sait qu'on entendra des murs et des pas mûrs. Une autre question qui a créé un peu la polémique, c'est les financements qui s'élèvent à 30 millions, comme en 2011, hein, à la grande surprise de beaucoup de partis politiques en lice pour cette campagne électorale. On aurait cru à un montant un peu plus élevé pour certains. Et aujourd'hui, on en est à 15 millions d'avance, parce qu'il faut peut-être le rappeler aux téléspectateurs. C'est 30 millions globalement, mais 15 millions avant. Et on a la chance d'obtenir les autres 15 millions au cas où, dans notre résultat après le scrutin du 7 octobre, qu'on ait au moins 5% des voix des Camerounais. À défaut, on dit au revoir à notre subvention, mais également aux 15 millions restants. Et je pense que M. Mbaka, il y a eu beaucoup de calculs quand même effectués sur cet argent pour comprendre la colère qu'on a pu constater. Je crois que le gouvernement a pris sur lui de faire le commerce. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut faire du bénéfice. Le candidat met 30 millions, hein, et puis lui rétrocède 15 millions, et puis ma foi, s'il n'a pas 5%, il a gagné 15 millions. C'est-à-dire que Est-ce que ce n'est pas une stratégie payante également lorsque l'on sait qu'en 2011, on avait 5 millions qu'on déposait et après on avait 30 millions de gagnés. Rien que les 15 premiers nous permettaient de rentrer dans nos frais. Peut-être ainsi, on sera sûr d'avoir au moins de véritables candidats prêts à perdre de l'argent pour le bien des populations. Oui, quand je vois l'avocat qui est à côté de vous, il s'attend à ce que je fasse une erreur, mais je ne vais pas la faire. Parce que le montant qu'on donne pour la campagne électorale n'est pas déterminé par la loi. Il n'y a pas un pourcentage, il n'y a rien. C'est au bon vouloir du président Paul Biya et de son gouvernement qui estime que pour fragiliser l'opposition, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les axes sur lesquels on peut leur casser les pieds? Vous voyez? Bon, dans le cas d'espèce, ils ont estimé qu'il faut introduire dans la loi que c'est 30 millions qu'il faut faire la caution. Et puis, pour maintenant leur donner la première tranche, du moins, ce qu'on va leur donner comme moyen de campagne. Je dois dire que moi, j'ai été aux élections sénatoriales. 7 millions, je n'ai pas eu non, l'agent de campagne n'est jamais venu. Vous voyez? Donc, c'est une habitude de mettre en difficulté les partis de l'opposition. Bon, Maître n'aime pas qu'on parle du consensus, mais je pense que ce sont des tas de choses qui nous montrent qu'il faut une certaine base consensuelle pour aller dans des compétitions. Vous voyez, pour que vous sachiez où vous allez, pas que vous soyez surpris. Maintenant, vous savez très bien qu'on a fait la publicité des partis politiques, du moins la contre-publicité des partis politiques dans vos médias, dans tous les médias du Cameroun, en disant que les gens s'en vont gagner de l'argent. Ils vont mettre 30 millions, on va leur donner 150 millions, ils vont mettre ça dans leur poche, ils auront gagné. C'est peut-être aussi ce que pensaient les partis politiques. Pas du tout, les partis politiques ne sont pas dupes. Sinon, on ne va pas répondre à tout. Donc, qui trouvent que ce montant est petit et que c'est décidé de ne pas le prendre. Mais parce que dans un plan de campagne d'un parti politique qui veut aller aux élections présidentielles et qui veut couvrir l'ensemble du territoire, 2 milliards de francs, c'est peu. Vous comprenez? Maintenant, si on ajoute à cela que la stratégie aujourd'hui, c'est les achats de conscience et que vous voulez mettre 500 000, 10 000 pour acheter les bulletins des autres, vous voyez? Il faut que vous ayez il faut même aller jusqu'à 25 milliards. Or, il n'y a que le RDPC qui peut l'avoir. Il n'y a que le RDPC qui peut l'avoir. Donc, quand on dit 15 millions, le RDPC, avant que le jour ne se lève, rien que dans une circonscription, ils ont déjà dépensé plus de 15 millions. Ça, il faut le savoir.
Bon, maintenant, si c'est ce qu'on donne à un candidat pour une battre campagne sur tout le Cameroun, je dois vous dire, il y a des zones ici où vous êtes obligé de louer une voiture, les pick-up, les motos, pendant toute la campagne, 3 semaines. Si vous calculez ce que ça vous coûte, plus les déplacements, plus le jour même des élections, etc., etc., c'est des milliards. Ça s'évalue en termes de milliards. Bon, maintenant c'est les militants, c'est les sympathisants, c'est les Camerounais qui cotisent. Parce que chaque fois qu'on va aux élections, on sort des cartes de soutien. Vous voyez qu'on essaye de ventiler les gens qui veulent participer, à nous aider, n'est-ce pas, demande d'acheter une carte de soutien. Il y a à plusieurs tarifs. C'est comme ça que nous, on a toujours fait, en plus des cotisations des membres. Mais en solidarité à beaucoup qui sont nouveaux. Vous savez très bien que dans ces élections-là, il n'y a que peut-être 3 qui sont anciens. Hein? Les autres sont des nouveaux. Donc, c'est normal qu'ils soient choqués, hein? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ces rouages. Nous, on sait à qui on a affaire. Vous voyez, eux, peut-être, pensent que le RDP ne s'amuse pas. C'est-à-dire que la période électorale, c'est la période où elle est le plus dangereux. C'est-à-dire que c'est le cynisme total. Donc, il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre. C'est pour ça que nous disons, quand on les connaît, n'est-ce pas, on n'est surpris de rien. D'accord. Maître Aïchou, est-ce que ce n'est pas anormal pour certains de ces leaders de monter au créneau pour trouver que c'est une stratégie du gouvernement en place pour ne pas céder le siège présidentiel? Moi, personnellement,